le club. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode du Club, le podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Et aujourd'hui, numéro spécial, puisque je ne suis pas accompagné de mes collègues bibliothécaires à la médiathèque pour vous parler de littérature, de cinéma, de musique ou autre. Nous sommes en fait sous une tente sur un stand à l'occasion du Numérique Fest, un festival dédié au numérique organisé par la ville de Quimper. Et pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait enregistrer un numéro du club spécial jeux vidéo. Le thème, ça va être nos jeux vidéo méconnus préférés. Donc pour l'occasion, je me suis entouré des Avengers du jeu vidéo. 3 passionnés, 3 spécialistes. Je vais commencer par vous présenter Fabien. Salut Fabien, est-ce que ça va bien ? Eh ben salut Alexis, ça va plutôt pas mal. Alors on va pas mentir, là c'est la 2e prise, cette fois tout a l'air de fonctionner. On est bien. On n'a plus la pluie, donc normalement pour le moment pas de bruit parasite. Ok. Et voilà, la forme ? Plutôt pas mal, ouais. Ça fait plaisir de se retrouver à l'occasion d'un podcast, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu enregistrer. Effectivement, ouais. Ça fait bien un an et demi facile. Ouais, facilement. Ouais, même presque 2 je pense. Est-ce que tu as en tête déjà des petits jeux que tu comptes nous présenter ou t'es venu un peu à la cool et l'idée c'est d'improviser À la cool, en fait moi je suis vraiment consommateur de jeux plutôt méconnus, un peu nichés, mais je vais rebondir beaucoup sur ce qui va être dit aussi. Magnifique. Bon, voilà, donc, Parfait. À côté de moi, Simon. Salut, Ça va ? ça va super. Ouais. Toi aussi, pareil pour... J'ai réfléchi là, ça processe. C'est ça. Toi, t'es venu full main dans les poches, C'est du ça, coup. exactement. Vraiment à la cool. Ah mais ça viendra du cœur. Mais je suis sûr que t'as plein de choses à nous présenter. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois là. Et notre 3e comparse, le plus jeune de la bande. Bonjour, moi c'est Bréwal. Salut Bréwal. La forme ? Ça va. Bon, tu es peut-être un petit peu plus fatigué que les 2 autres parce que t'es là depuis ce matin. Bon, ça va, on tient la fatigue. Ouais. Bréwal nous file un petit coup de main pour animer des espaces jeux en fait pendant ce festival. Okay. Mais il tenait à participer au podcast et un petit peu à partager ses coups de cœur, ses pépites, ses découvertes. Donc ça fait super plaisir. Je vous propose qu'on commence tout de suite là, comme ça, à la cool. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer par prendre la parole et nous parler d'un jeu ? Je sens l'œil brillant du Fabien là. l'œil brillant. Le sourire en coin. Ouais, il y en a pas mal, mais je vais prendre un jeu assez ancien et aujourd'hui malheureusement aussi assez coté. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis un gros fan de jeux de rôle vraiment occidental et japonais, mais à la base pas mal japonais, parce qu'il y a eu une ère vraiment orientée RPG japonais, vraiment un peu l'âge d'or, qui était vraiment dans les années 90, les années 2000 aussi. Et je parlais d'un jeu PS1 qui est sorti que sur PS1, qui est une suite déjà d'un autre jeu, mais je parlais du 2. Alors je sais exactement ce que tu viens de dire, tu vas parler de Suikoden 2. Exactement. Oh là là là. Exactement. Et du niveau. Eh ben là on parle pas du pire jeu de tous les temps, donc non. Je te laisse un petit peu nous en parler. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est que tu nous expliques un petit peu déjà ce qu'est ce jeu et encore mieux le rapport que tu as à ce jeu. Je pense que c'est intéressant de nous dire peut-être dans quel contexte tu l'as découvert et pourquoi tu aimes autant ce jeu en fait. Ok. Alors, donc Suikoden, donc c'est une série de 6 épisodes, voire même 7 épisodes en tout. Donc il y en a 5 numérotés et 2 un petit peu annexes. Donc le premier épisode a vu le jour sur PS1. Alors j'ai plus trop la date, je crois que c'est 97 ou 96. On doit être à peu près dans ces eaux-là, ouais. Et le 2 est sorti 2 ans plus tard, en 98. À une période où c'était assez chargé en très bons jeux, notamment sur PS1. La fameuse époque des Final Fantasy VII et compagnie. Final Fantasy, du Oddworld. Vraiment, il y a plein de jeux qui sont sortis en 98 sur toutes plateformes confondues. Même sur PC, du StarCraft, c'était 98 aussi. Exactement, ouais. Donc c'est une très grosse année et c'est assez compliqué de se tailler une place finalement. D'ailleurs, je crois que c'est souvent considéré comme la meilleure année de l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Parce qu'en parallèle, sur Super Nintendo, à l'époque, je crois que c'est la sortie de Ocarina of Time aussi. 98, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est un peu... comme dans le vin, il y a des grandes années dans le jeu vidéo, c'est un petit peu la même chose. Et je crois que 10 ans plus tard, il y a eu 2008 aussi qui a été assez exceptionnel, mais 98, grande année. Grande année. Et d'ailleurs, petite info, il y a un bouquin qui est sorti chez Sœur d'édition sur l'année 98 en jeu vidéo, qui est très bien. Moi, je l'avais acheté quelques années de ça, qui parle de tous les jeux qui sont sortis en 98. Et c'est là qu'on mesure vraiment l'amplitude du catalogue et de la densité aussi, la qualité de ces jeux-là.
en définitive, ouais, c'est une très très bonne année et comme on le disait, là, c'était compliqué pour des jeux un peu moins mis en avant, de vraiment sortir du lot. Et là, donc c'est le cas de Suikoden 2 qui est sorti en 98, qui est un jeu qui d'ailleurs passait assez inaperçu. Oui. Parce que c'était un RPG 2D vraiment qui rappelait le graphisme de la Super NES, enfin de l'ère 16 bits, la Super NES, Mega Drive, etc. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la génération de consoles précédente, Ouais, voilà, avant qu'on passe le cap de la 3D. exactement. Et donc il y avait des jeux encore comme ceux-là qui étaient encore en full 2D. Et à ce moment-là, tout le monde justement s'orientait vers la 3D avec les premiers jeux PlayStation qui sont très très moches aujourd'hui évidemment. Ouais. Mais voilà, tout le monde s'y engouffrait parce que c'était un peu l'attrait de la nouveauté, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec de la réalité virtuelle par exemple. Et du coup, c'est peut-être pour ça que tu aimes autant ce Suikoden 2, c'est que comme c'était de la 2D, ça a peut-être mieux vieilli que C'est certains ça. jeux en 3D. Exactement. Bah en fait, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les sorties qui se font en jeu 1D, beaucoup de jeux 2D d'ailleurs qui sont très léchés, qui deviennent presque intemporels parce qu'on Ouais. peut y jouer bien plus tard sans avoir le côté les yeux qui piquent parce qu'il y a 3 polygones pour faire un personnage. Et c'est souvent un peu compliqué pour ça. Et donc c'est ce qui m'a vraiment bien plu dans ce jeu-là. À l'époque déjà, j'étais vraiment fan des jeux 2D. Donc tu y as joué dans les années 90. Alors j'avais joué au premier. Ok. J'avais eu l'occasion de tester le premier. Alors moi je le connaissais pas. C'était une époque où le RPG je le connaissais vraiment de loin dans les magazines. C'était surtout des jeux imports qui passaient assez peu souvent la barrière de la France. D'ailleurs c'est FF7, Final Fantasy 7 qui a fait un petit peu office de porte d'entrée. De porte d'entrée, voilà c'est ça. Et donc des jeux comme Suikoden, beaucoup plus nichés, voilà en 2D, ça peut paraître un peu vieillot pour l'époque. Surtout une série qu'on ne connaît pas, qui n'est pas mise Ouais. en avant dans la presse, pas plus que ça. Donc un jeu qui passe un peu inaperçu, qui se vend très très mal. Très 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 mal. D'où le fait qu'il soit très très dur à trouver maintenant. Ouais, aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir, faut compter presque 200 € pour mettre la main sur un Suikoden 2 français. Ouais. Moi je l'ai acheté bien plus tard. Mon rapport avec ce jeu-là, finalement, le Suikoden 2, le Suikoden 1, je l'avais testé chez un ami finalement. J'ai pas eu l'occasion de l'acheter par moi-même par la suite, mais le 2, je l'avais donc téléchargé illégalement pour y jouer. Ok. Bah parce que voilà, on trouvait pas À l'époque, pas le choix. Ouais, puis surtout que je l'ai testé bien plus tard. Ouais. Et c'est que il y a quelques années que je l'ai racheté à un prix fort, j'ai dû acheter 150 €, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est un jeu qui voilà, m'avait tellement marqué par son univers graphique, par son histoire, par ses musiques qui sont Ouais. excellentes. Et par voilà, son gameplay qui est à mi-chemin en fait, comme entre du RPG tour par tour, donc finalement à la Final Fantasy 7. Alors pour ceux qui connaissent pas le terme RPG, moi je vais Ah, faire un oui. peu le rôle de vulgarisateur parce que Désolé. non mais il y a pas de problème. Un Dictionnaire. RPG en fait, role playing game, c'est un jeu de rôle. Voilà. Comme ça maintenant on pourra dire RPG pendant la suite du podcast et normalement les gens auront les codes pour comprendre. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui est très très riche parce que voilà, je disais, on est à mi-chemin entre du RPG tour par tour à la Final Fantasy, mais on a aussi des éléments stratégiques parce qu'il y a des passages dans le jeu dans lesquels il y a des grandes batailles où on va gérer les deux armées principales, enfin là, les gentils et les méchants entre guillemets, et on va vraiment gérer plusieurs légions d'un coup. Donc ça fait vraiment un changement de gameplay qui, même si aujourd'hui ça a un petit peu mal vieilli cet aspect-là, parce qu'il y a énormément de jeux qui font ça Ouais. 1000 fois mieux, et même déjà à l'époque, mais on avait une variété de gameplay qui était assez bienvenue, qui était assez rare en fait à l'époque Ouais. dans les jeux de ce type-là. Et au-delà de ça, en fait, ce qui m'a marqué moi, et ce qui a marqué aussi la plupart des gens qui ont découvert ce jeu-là, ou qui le connaissent, c'est l'histoire. C'est tout ce qui se joue. Alors je ne vais pas aller dans les détails de l'histoire, Ouais, mais bien sûr. concrètement, c'est très très riche. Le jeu est assez long. Tu peux peut-être nous parler globalement de l'univers et de l'histoire du jeu sans rentrer dans les détails, tu vois. Ouais. Bon, après, voilà, c'est typiquement assez significatif de ce qu'il y avait à l'époque dans les jeux de ce type-là. C'était vraiment la lutte du bien contre le mal, où au départ, on a un personnage qui est assez inexpérimenté, qui va apprendre au fil du temps. La fameuse quête du héros. Ouais, c'est vraiment comme dans des mangas de type shonen, type Naruto, etc. C'est au départ, il est très faible et il va apprendre avec le pouvoir de l'amitié, ce genre de Ouais. choses, tu vois. Et, vraiment, il va s'accompagner de différents personnages. Et c'est d'ailleurs aussi une des choses intéressantes dans ce jeu-là par rapport à d'autres RPG où il y a, on va dire, 6, 7, 8 personnages principaux. Là, il y en a beaucoup plus parce que Ouais. la quête se base d'ailleurs sur une histoire chinoise. Je crois que c'est les 3 royaumes, si je me trompe pas.
Bon, je vais pas aller trop dans les détails, mais Je crois que c'est ça. ouais. Et concrètement, c'est aussi l'histoire des 108 étoiles du destin. Et donc, il y a 108 personnages à collecter dans le jeu, qu'on peut recruter. Et ce qui est intéressant, et moi, c'est ce qui m'avait captivé, c'est comment réussir à obtenir ces 108 personnages, parce qu'il y a des conditions particulières pour les avoir, certaines dans des choix de dialogue, d'autres à l'issue des combats, etc. Et derrière ça, en fait, on peut en rater. Ah, du coup, dans le jeu, en fonction des choix que tu vas faire, il y a des personnages que tu vas pouvoir débloquer ou non. C'est ça. Ok, Et ça je ne savais pas. Voilà, on peut les débloquer. Dans le cadre, par exemple, il suffit, dans certains cas, d'avoir un autre personnage dans son équipe, et l'autre personne que tu vas croiser plus tard va se joindre à toi. Ok. Mais à l'inverse, si tu n'as pas ces personnages-là déjà recrutés, l'autre va t'envoyer bâcher simplement en disant non, voilà. Ok, nickel. Et c'est super intéressant, vraiment, ça force à aller creuser le jeu dans tous ses détails, dans tous ses recoins, et de voir un peu ce qu'on peut établir comme liaison. Et derrière ça, tout ce petit monde-là va en fait se regrouper dans une grande forteresse qui servira en fait de point de résistance un peu contre l'adversaire, et ce qui permettra aussi de jouer sur l'issue du jeu, même s'il n'y a pas énormément de fin. Je crois qu'il y a même seul, mais ça, c'est vraiment une des grosses forces du jeu vidéo, c'est que... Alors, c'est pas pour le mettre en comparaison avec d'autres médiums, etc., mais c'est que avoir la possibilité d'aller discuter avec les personnages, de faire des choix, etc., en termes d'inclusion dans l'univers, c'est hyper fort. Et là, toi, du coup, tu as la volonté d'aller découvrir un maximum de personnages. Et du coup, arrive un moment où tu passes quand même un nombre quasi incalculable d'heures devant ce jeu. Ouais. Et donc, tu as une attache émotionnelle avec les personnages, l'univers. Chose qui est difficile à retrouver. Peut-être dans la littérature quand même, parce que ça demande aussi de l'investissement. C'est une pratique qui est plus lente que le cinéma ou d'autres supports. Ok, super intéressant. Et tu y as rejoué peut-être récemment ou... non, pas récemment. J'ai vraiment joué il y a quelques années de ça. Ouais. J'ai d'ailleurs plus beaucoup de souvenirs de tous les contextes de l'histoire. Ouais. Mais moi, ce qui me marque le plus, et c'est aussi très personnel, c'est que moi, j'accroche beaucoup d'intérêt aux musiques qui accompagnent les scènes des jeux. Et on a vraiment des musiques très pertinentes, très bien réussies, et qui sont souvent reliées à un personnage ou à un autre. Ce qui fait que quand il y a une musique qui se lance à un moment donné, on sait qu'on va parler de tel personnage principal. Parce qu'évidemment, sur les 108 personnages, ils sont pour une bonne partie optionnels. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de grande histoire autour de chacun, mais il y a un petit groupe de personnes qui sont vraiment très très travaillées et qui ont vraiment un intérêt à suivre. Vous les gars, Simon, Bréwal, est-ce que vous avez déjà joué à Suikoden ou pas du tout? Oui. Le 2 en question Oui, ou... le 2, j'y avais déjà joué. Moi, j'y avais joué tout gamin. Et c'était un peu un enfer parce que j'étais frustré en fait de voir certains personnages, justement comme tu disais, refuser de rejoindre le groupe, etc. parce que je m'étais planté dans un choix de dialogue ou autre. C'est très frustrant. Après, t'étais peut-être un peu jeune pour y jouer. D'une part, j'étais trop jeune. Et puis en plus de ça, maintenant que j'ai plus d'expérience dans le jeu vidéo, c'est quelque chose que j'adorerais revoir en fait. Ah oui. Vraiment des choix très marqués qui impactent réellement l'histoire ou en tout cas l'expérience de jeu. Toi, Bréwal, je suppose peut-être un peu jeune pour avoir joué à ce jeu. Un peu jeune, en fait. Je connais de nom. Ouais. J'en ai déjà entendu parler, mais vaguement, anecdotiquement. J'ai pas spécialement pu expérimenter. D'ailleurs, il y a un nouveau jeu qui va sortir, il y a eu un Kickstarter fait par les créateurs de ce jeu de Suikoden, du coup. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est pareil, il y aura plus d'une centaine de personnages à recruter ou non. Je crois que moi, maintenant, j'aurais plus la foi de me lancer dans des trucs aussi balèzes. Ouais, j'avoue. Bah, de temps en temps, c'est sympa. Hein. Ah, il faut du temps, quoi. Il faut du temps. Et je vantais tout à l'heure les mérites du jeu vidéo et notamment la question de l'investissement dans le temps, etc. Mais ça, c'est cool quand on est à la fac ou qu'on est lycéen. Mais maintenant, trouver la motivation pour se relancer dans des trucs où... parce que là, c'est des jeux, il y en a pour au moins une centaine d'heures de jeu, quoi, je pense. C'est ça, ouais. Donc tu mets un an à le finir. Ouais, c'est clair. Ok, bah trop cool. Tu voulais peut-être rajouter des choses sur Suikoden Sur Suikoden, en fait, donc il y a plusieurs jeux. Le dernier jeu qui est sorti, c'est sur DS, donc ça fait quand même pas mal de temps. Effectivement. Et au-delà de ça, en fait, ils ont ils ont créé aussi des mangas. Ouais. Sur Suikoden 3 et Suikoden 5. Tout à fait. Qui sont sortis. Alors, je sais pas où ça en est dans l'apparition, mais voilà, ils ont vraiment continué à travailler sur tout ce qui est autour de la licence. Et je crois que ça n'a pas remporté un grand succès en France. Non.
Parce que je visualise tout à fait les mangas, mais j'ai pas l'impression de les voir régulièrement. On les voit souvent dans les bacs à soldes ou dans les vides-greniers. Ouais. Bon, c'est pas gentil. Bréwal, tu voulais peut-être nous parler d'un jeu en particulier Oui. Ou je te prends au dépourvu là. Non, pas du tout. J'ai déjà une petite liste de jeux intéressants. Alors toi, t'es peut-être le plus préparé de nous trois du coup. Pas du tout. Je ne pense pas. C'est un petit jeu indépendant créé par un développeur japonais nommé Dragon Snow. Et ça s'appelle Changed et c'est seulement disponible sur Steam. Et, Donc sur ordinateur. Enfin sur ordinateur. Ouais. Et dans ce jeu, on incarne un être humain qui est enfermé dans une tour et tout en haut d'une tour. Et le but, c'est de s'en y échapper, de réussir à s'en échapper tout en restant soi-même. Ok. La tour est divisée en différentes étages pièces avec des énigmes. Et en fait, la difficulté dans ce jeu est le fait que nous sommes confrontés à des énigmes, mais aucun indice n'est donné pour la résolution. Donc c'est un jeu de réflexion. C'est vraiment un jeu de réflexion pur et dur, où on se retrouve avec des monstres, des ennemis dans différentes salles, et tout en essayant de les éviter, essayer de s'en sortir. Et parce qu'en fait, la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, le personnage principal en fait ne meurt pas, mais s'il se fait toucher par un monstre ou alors se fait prendre par un piège dans une salle, Il se transforme. il y a une transformation. C'est plutôt malin comme mécanique de gameplay, c'est-à-dire que plutôt que d'éviter de mourir, tu dois éviter de te transformer. C'est ça. D'où le nom Change, je suppose. C'est ça. Parce que en fait, il y a on est dans un laboratoire dans cette tour, parce que en fait c'était un ancien laboratoire qui avait développé qui essaie de développer une substance pour guérir une certaine maladie qui avait touché tous les humains, enfin une grande partie de la population humaine. Qui avait du coup décimé toute la population et nous sommes les seuls survivants de cette pandémie qui a Thème actuel. Enfin, thème actuel. Clairement. Et en fait, du coup, cette substance a des propriétés étranges qui font que si il rentre en contact avec un être humain, va modifier son apparence physique et mentale, et son mental, Son esprit, son psyché, pour le transformer en différentes créatures. Et c'est un jeu plutôt récent. C'est un jeu qui date de 2018. Ah ouais, donc ça va C'est plutôt récent. Moi, je suis passé totalement à côté. Je connais pas du tout. Comme ça. C'est ça qui est génial. Donc, t'es totalement dans le thème. Parce que quand on dit jeu méconnu, là, quand je vois nos têtes à tous les trois, j'ai l'impression qu'aucun de nous trois ne connaît le jeu. Non. Mais en vrai, je trouve que ça fait envie. Hein. Carrément. Petit post-apo là. Et en plus, c'est quoi? C'est donc en esthétique, c'est jeu 2D, 3D. C'est un jeu 2D assez pixelisé. C'est assez basique, que ce soit niveau esthétisme ou niveau musique. Même si personnellement j'aime bien pas la facilité, mais la simplicité dans les graphismes, avec de très belles musiques et des personnages aussi assez attachants. On rencontre différents personnages au sein de notre aventure. Et actuellement, il y a un remaster qui est en train d'être travaillé par le même du coup développeur. Et qui sortait peut-être sur console aussi. Actuellement, c'est simplement sur ordinateur, sur Steam. Et c'est toujours en développement. On a des mises à jour régulièrement et à voir comment ça va se transformer. Trop bien. Donc en fait, c'est un jeu en early access, si je comprends bien. C'est un jeu qui n'est pas encore finalisé. Alors c'est le jeu de base est fini. Ok. Donc on peut jouer au jeu de base et en fait le développeur a voulu le retravailler parce qu'il était un peu court en fait. Il se jouait assez rapidement si derrière on avait la réflexion pour passer les différentes énigmes. Et du coup là, ce qu'il est en train de faire, c'est tout en gardant le jeu de base, retravailler graphisme et musique et ajouter des salles avec des énigmes, des boss, des nouvelles mécaniques. Okay.
Trop bien. Franchement, moi, ça me... Carrément. Alors, ça me tente beaucoup. J'ai encore une question. C'est donc un jeu sur Steam. Et tu sais que sur quelle plateforme il est disponible? Il peut être joué sur PC. Actuellement, sur c'est Mac. simplement sur PC. Sur PC Windows. Enfin, Mac aussi. Mac aussi. Mais enfin, juste, Ouais, PC, juste Steam, pas de console ou sur portable. Ok. Ça, c'est le genre de jeu que je verrais très bien sur la Nintendo Switch, tu vois. Ouais. Bah, typiquement, ouais. Enfin là, en imaginant avec ce que tu m'as raconté, ça pourrait bien marcher Ouais. à mon avis. Mm. Bah génial, merci pour cette petite découverte. Franchement, c'est enthousiasmant, tu Carrément. vois. Simon, Simon, partager les petits On plans. crée juste une petite télé pour montrer les jeux. ouais, c'est clair. Bah peut-être pour la deuxième édition, on mettra peut-être un dispositif technique. Après, là, faudrait quasi un régisseur. Hein. Ouais. Ouais. Bah oui. Quelqu'un qui soit derrière et qui. Du coup, Simon, est-ce que tu Alors moi, avais je voulais. Alors j'en ai plein qui me sont venus là, c'est bon. Ça y est, je suis ok, chaud. parfait. Je voulais partir sur le côté nostalgique comme Fabien, mais finalement, ce que Brévoil a dit, ça me rappelle enfin entre guillemets, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti en 2016 ou 2017, qui s'appelle Pony Island. Ok. Très bien. L'île des poneys. Alors, le nom est trompeur, le début du jeu est totalement trompeur. C'est-à-dire qu'on commence, c'est un jeu extrêmement pixelisé, et le jeu, au tout début, on joue sur une borne d'arcade, sur notre PC, avec un poney et des obstacles à sauter. Bon. Donc j'avais acheté le jeu, je fais ça, et au bout de quelques minutes de jeu, on perd. On peut pas gagner. Et le jeu nous dit de continuer à jouer. Ok. Voilà. Problème, à un moment donné, l'écran s'éteint. En tout cas, l'écran de la borne s'éteint. Et là, on a un texte qui nous dit que, étant donné qu'on n'a pas réussi à battre le jeu, on va devoir réussir à s'en sortir parce que sinon, c'est notre âme qui est prise par la borne d'arcade. Le retournement. Toujours plus de mystère. Et Et là, attends, parce en que gros- là, j'attends le lien avec le poney, il va devoir chevaucher. Non, Et là, à partir de là, en fait, ça va être un jeu d'énigmes, mais très vicelard. En fait, c'est à la fois extrêmement simple et à la fois très sournois, en fait. C'est-à-dire que, par Ok. exemple, ça va être à un moment donné à base de jacadis. C'est-à-dire que la borne est possédée par le diable, Ok. et le diable va te dire ne change pas de fenêtre Dac. de jeu. Et là, il y a le son de la notification Facebook. Du coup, moi, par réflexe, Alt Tab pour aller voir. Le problème, c'est que il y avait rien sur Facebook. Je reviens sur le jeu, perdu. Ok. Ah, mais c'est tellement malin, malin. ça. C'est trop malin. Et en fait, le jeu joue avec nos réflexes un petit peu de personnes Ok. qui utilisons des PC, etc. Et c'est ça tout du long. Le jeu est assez court, c'est 4 ou 5 heures grand maximum. Ok. Mais c'est vraiment une expérience vidéoludique plus qu'un jeu vidéo réellement pour le coup. Alors il va y avoir quelques énigmes, ça va demander parfois un petit peu de réflexe, etc. Mais le 3/4 du temps, ouais, ça va être ce genre de truc. Eh bah, tu vois, ton jeu, ça me fait un petit peu penser à un autre jeu. Je comptais pas du tout en parler, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse rebondir un petit peu sur ce que disent les uns et les autres. Vous le connaissez peut-être chez les connaisseurs de jeux indés. Le jeu est un petit peu connu, mais auprès du grand public pas du tout. C'est un jeu qui s'appelle Please Don't Touch This Button. Oui, Ah oui. Et le concept est trop chouette. En fait, le concept du jeu, donc c'est un petit jeu indé. On est sur une espèce d'écran avec un gros bouton rouge dessus, et on n'a aucune indication. Et le nom du jeu, c'est Please Don't Touch This Button. Donc, s'il vous plaît, ne touchez pas ce bouton. Et en fait, il y a en gros une 50aine de fins différentes à faire. Et en fait, on va devoir interagir avec des éléments sur l'écran, et il va se passer des choses plus déjantées les unes que les autres. Ouais. Et en fait, il y a de quoi se casser la tête pendant des heures et des heures, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont très difficiles à c'est trouver. tordu parfois. En fait, c'est le côté je joue avec le joueur, le côté énigme aussi que tu disais, ça me faisait par moments un peu penser à ça. Le côté jouer avec le joueur, enfin le jeu qui joue avec nous plus qu'on ne joue avec lui, il y a aussi The Stanley Parable. Ah oui, Ah tout oui. à fait, ouais. Qui, Jeu de choix, ouais. voilà, un jeu entre guillemets à choix, mais qui nous montre juste l'illusion du choix dans le jeu vidéo, et ce Ouais. qui est fantastique aussi. Et pareil, je me suis pas amusé en termes de jeu vidéo, Ouais. mais j'ai vécu une expérience qui m'a plu. Ok. Après, pareil, dans la recherche de ce qu'il faut faire, t'avais aussi le jeu There Is No Game.
There is Oui. no game. Ouais. qui se disait du coup que ce n'était pas un jeu. Ouais. Et derrière, c'est à toi de trouver ce qu'il faut faire pour continuer un petit point and click. Trop bien. Moi, je voulais vous parler d'un jeu un peu curieux, alors que vous connaissez certainement de nom, mais que vous n'avez peut-être pas fait. C'est un jeu qui s'appelle Catherine. Ah bah oui. Oui. Certains l'ont fait ici ou... Oui. Alors Ouais. je l'ai pas fini Ouais, parce que les puzzle games c'est pas mon. ouais, je peux comprendre. J'avais commencé à le faire, mais il est vraiment difficile. Hein. Ouais. Vraiment, vraiment. Bah, je viens de le finir une deuxième fois, parce que en fait, il y a eu un remake là qui vient de sortir. Donc une nouvelle version du jeu avec un troisième personnage. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Catherine. Déjà Catherine, moi ce qui m'a assez étonné quand je l'ai découvert, c'est sa thématique. C'est une thématique qui est pas fréquente dans le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo sur le thème de l'adultère. En gros, on va suivre un jeune trentenaire un peu paumé qui est en couple avec sa copine qui s'appelle Catherine depuis des années, donc Catherine avec un K. Et on sent que sa copine, elle, a la volonté de passer un cap dans la relation, pourquoi pas le mariage, mais dans tous les cas, elle veut passer un cap. La flip. Et voilà, exactement, lui il flippe, il est satisfait de la situation actuelle, jeune trentenaire quoi. Jusqu'au jour où, dans le bar où il aime bien traîner le soir après le travail, donc c'est un jeu très très japonais, hein. Je préfère prévenir. Et les thématiques le sont aussi. Enfin, la manière d'aborder les thématiques sont très japonaises, je trouve. Et du coup, il traîne souvent le soir au bar avec ses amis. Et un soir, ses amis vont partir un peu avant lui. Lui, il va rester boire un verre. Et une fille va s'installer à sa table et elle représente un peu, en tout cas physiquement, son idéal féminin. Et comme par hasard, elle s'appelle Catherine également, mais cette fois C.A. Et le lendemain matin, il va se réveiller dans son lit aux côtés de la Catherine qui n'est pas sa copine, mais sans souvenir de ce qui s'est passé la veille. Ça, c'est la partie un peu scénarisée de l'histoire. Alors, on va pouvoir se balader, faire des choix, discuter avec des personnages pendant les phases de jour, en fait, quand on est la plupart du temps dans le bar. Et toutes les nuits, là, on va avoir ce qu'on appelle le gameplay du jeu, donc les phases qui sont plus jouables. Et là, le jeu se transforme en ce qu'on appelle un puzzle game. En gros, c'est un jeu où il va, à la manière d'un puzzle, on va devoir comprendre comment monter en haut d'espèces de tours formées de blocs, avec des mécaniques comme tirer les blocs, monter dessus, les décaler sur le côté, utiliser des bonus et tout. C'est très très compliqué. Mais c'est fait exprès, en fait, que ce soit compliqué, parce que ces phases de nuit, c'est en quelque sorte le purgatoire. Il doit en quelque sorte expier ses péchés. Et à chaque fois qu'on réussit à arriver au sommet d'une des tours pendant la nuit, on doit faire des choix. Donc on a une espèce de dieu de la malice, on ne sait pas exactement ce que c'est, qui nous pose à chaque fois une question. Par exemple, je sais plus trop, est-ce que vous préférez ceci ou cela ? On va voter et on va voir les choix qu'ont fait aussi les autres joueurs si on connecte sa console à Internet. Et en permanence, on va avoir une espèce de balance à côté de notre personnage qui va tendre vers le bien ou vers le mal. Et en fonction des choix, des réponses qu'on a fait aux questions, et pendant les phases de jour, est-ce que quand notre téléphone sonne, est-ce qu'on a décidé de répondre à notre copine ? Est-ce qu'on a répondu à ses SMS ? Qu'est-ce que j'ai répondu aux tentations ? Qu'est-ce que j'ai répondu à mes amis ? Eh bien, ça va faire bouger un petit peu cette balance du bien et du mal. Et à la fin, on a différentes fins qui nous sont offertes, qui sont très très drôles. Et là, une nouvelle version du jeu est sortie il y a quelques mois, peut-être un an et demi, qui s'appelle Catherine Full Body et qui rajoute un quatrième personnage dans ce triangle amoureux qui s'appelle aussi Catherine. Alors je sais plus avec je me souviens plus comment c'est écrit, qui elle a les cheveux roses, etc. CHA. Et alors déjà que je trouvais le jeu exceptionnel, mais là ça le rend encore plus hilarant. Franchement, c'est une partie de plaisir. En fait, moi ce que j'adore dans ce jeu, c'est la diversité des gameplays, c'est-à-dire les phases de jour où on a des fois des bouts qui ressemblent à un animé, c'est-à-dire que vraiment on regarde, on se pose et c'est des phases d'animé. Ensuite, on se balade dans le bar, on discute avec les personnages, on peut décider de répondre ou non à des choses. La tentatrice nous envoie des photos. Est-ce qu'on décide de regarder la photo coquine ou non ? Est-ce qu'on la regarde quand on est dans le bar ou dans les toilettes ? Bref, tout ça, ça va avoir un impact. Et les phases de nuit, où là, on est sur du gameplay pur, c'est-à-dire on est sur du jeu qui est
hardcore, c'est très très dur. Ouais. Alors il y a différents niveaux de difficulté, on peut faire le jeu en facile, normal et difficile, mais même en normal, on est déjà sur un niveau qui est assez élevé. Donc franchement, jeu que je recommande très vivement. Pour moi, c'est une partie de plaisir. Je retenterai peut-être. Ouais. Bon, ça fait plaisir d'entendre ça. Je me dis que j'ai peut-être réussi à en convaincre un. À découvrir. Fabien, je te... Moi je l'ai, donc j'avais commencé à le faire. Mais je vais mettre une parallèle peut-être. Il y a un autre jeu qui est très très proche de celui-ci, qui fait avec même développeur. Peut-être qu'il est plus connu parce que le dernier épisode est sorti précédemment. Il a quand même bien fonctionné. C'est Persona, la série Persona, Ah oui. qui est basée sur le même fonctionnement. C'est-à-dire t'as la phase de jour. Ah c'est bon, on est parti. Cocoy Road. Il y a juste une abeille qui me tourne autour de la tête. C'était un bourdon, donc ne t'inquiète ok. pas. Donc du coup, il y a une phase de jour pareil qui est vraiment orientée scolaire, où on fait une vie étudiante, et la partie nuit qui est vraiment la phase de gameplay pur, où on va vraiment faire des combats, etc. C'est là vraiment le dur du jeu, il est là. Et on a vraiment le même système que sur Catherine à ce niveau-là, quoi. Alors c'est drôle parce que je vois que dans les commentaires, on a Anthony qui parle un petit peu de Catherine. Il nous le présente comme un casse-brique pas facile, Ah non. pas fini pour ma part. Et ensuite, il nous dit ce qui est cocasse, c'est que ce jeu est 18+, là où certains jeux autrement plus violents sont 16+. Après, je pense qu'il y a la question des thématiques déjà. Thématiques, certains visuels quand même d'artwork qui sont coquins entre guillemets. Et il y a des boss qui sont effrayants, quoi. Après, j'ai pas trop envie de spoil parce que en fait, quand on arrive vers la fin du jeu, on est en quelque sorte rattrapé par la réalité, et en fait, les espèces de boss, c'est Des mutations. des mutations en gros du monde réel. Donc ça peut être de sa copine, mais d'autres choses. J'en dis pas plus. Et franchement, Oui, c'est à flipper. je vois très bien. N'en dites pas plus pour ceux qui ont envie de se laisser tenter par le jeu. Oh le teasing. Ah, Oh là là, après, incroyable. pour ceux qui seraient pas motivés de passer par toutes les phases de gameplay de nuit, etc., et qui ont envie de savoir un peu comment se finit le jeu, on peut facilement trouver sur YouTube des vidéos qui compilent les fins alternatives. Ah oui. Du coup, moi, j'ai fini 2 fois le Catherine classique en faisant des choix différents pour voir comment... Enfin, la première fois, je l'ai fait en mode honnête. La deuxième fois, j'ai fait avec des choix différents pour voir comment ça pouvait finir. Et ensuite, j'ai regardé les compiles avec les différentes fins. Et là, il y a encore des nouvelles fins avec la version full body. Franchement, un régal à faire, selon moi, sur Switch. Parce que je trouve que c'est le genre de jeu que tu peux commencer sur la télé, continuer en portable un peu plus tard. Essayer de débloquer les fameux casse-briques pendant quand on est au lit avant de se coucher, etc. Bon, après on va y penser toute la nuit, mais D'adultère, au lit avant de se coucher. Il n'y a qu'un pas. c'est clair. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que quelqu'un a envie de nous parler d'un autre jeu ? Ouais. Ouais, Simon. Alors moi du coup là ça va plus être nostalgique pour le coup. Alors, Ok. J'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. Un qui est très bon mais très méconnu, et un qui est pas bon et très méconnu. Bah, on va prendre le bon alors. Non, mais le pas bon, moi, m'a marqué en fait. Ok, bon bah, on va commencer par celui que tu veux. Allez, vas-y. Alors, ça s'appelle Guardian Crusade. Ah oui. Ok. Ouais, Ça c'est le pas bon, c'est ça? c'est ça. Oui, oui. Je le connais aussi. Alors, ce jeu, je l'ai découvert. Mais il a envie de nous en parler. Ouais, ce jeu, je l'ai J'écoute. découvert quand j'étais gamin. Dans les magasins, enfin vu que ça pullulait fin 90, les magasins de revente de jeux vidéo, Tout à fait. j'avais pris en fait un petit peu au hasard, et aussi parce que j'avais pas assez d'argent pour me prendre FF7 vu qu'il était plus cher. Ah oui, ok. Là, je viens de chercher. Je suis en train de regarder la jaquette et effectivement, ça me dit quelque chose. Alors, Par contre, là, je vois des images de jeu. Oh my god, quoi. Je vois une espèce de chevalier cubique Il aurait à côté fallu d'un. un peu t'arrêtes pour de acheter regarder et tu me FF7, laisses en fait. raconter, ok? Il aurait mieux Dans mon fait. esprit, Il c'est aurait un acheté jeu d'une joli. espèce de cochon hideux. T'es un enfoiré. Vas-y, partage-nous ton amour pour cette atrocité. Allez, bon courage, Mélan. On est derrière Alors, toi. On joue donc un petit chevalier qui part à l'aventure et qui tombe sur... Ce n'est pas un cochon, c'est un dragon fait de chewing-gum. Uh-huh. Donc ce dragon a la particularité de pouvoir changer de forme pendant les combats. On va l'appeler Dragum. Voilà, c'est ça, Dragum. Je me sens si tu insulté. veux. Et on est sur du classique de chez classique de chez classique, du JRPG, donc RPG japonais. Disons que il a pris ce qui existait, ce qui fonctionnait, et il l'a juste dupliqué. Ok. Voilà.
Là où c'est marrant, en fait, c'est que le jeu se prend vraiment pas la tête. Les dialogues sont super marrants. Le protagoniste, c'est plus le dragon au final que le jeune chevalier qu'on va jouer. Le dragon, pareil, est super fun dans ses transformations, etc. Il va se transformer. Enfin, on pourrait s'attendre à ce qu'il prenne des formes monstrueuses, ce genre de truc. Mais non, il va prendre la forme d'un marteau, par exemple, d'une massue, ce genre de truc. Et à côté de ça, il y a énormément de secrets à découvrir dans ce jeu, et c'est ça qui m'a fait aimer le jeu en fait, c'est que tout au long de l'aventure, on va pouvoir ramasser des poupées. D'accord. C'est bizarre. Oui, des poupées Japonais. qui ont des pouvoirs et qu'on peut invoquer en jeu, un petit Ok. peu à la même manière qu'un FF. Il y a des invocations. Vas-y, Et continue. donc, C'est juste que je voulais voir s'il y avait des commentaires sur... Ok. Et Vas-y. donc, ces invocations vont avoir des effets très divers. Par exemple, il y en a une, c'est une poupée qui, plus on marche, plus elle va infliger de dégâts. Donc, je me revois encore à l'époque, avant de partir au collège, je mettais un élastique sur ma manette de PS1 Ah, les techniques. pour courir contre un mur et pouvoir one-shot un boss sur lequel je butais, en fait, avec cette poupée. Et en fait, c'est par plein de petits trucs comme ça que ce jeu m'a marqué, parce que l'esthétique est pareil, très très flashy, et me faisait marrer à l'époque. C'est vrai que maintenant, on regarde des screenshots du jeu, c'est atroce, c'est à vomir, c'est ni fait ni à faire. Fabien, j'ai l'impression que... C'était les premiers jeux 3D. C'est ça, les premiers jeux 3D PS1, et ça fait plus mal que du Crash Bandicoot. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il a dit qu'il jouait à ça parce qu'il pouvait pas avoir Final Fantasy VII. Non mais C'est la tristesse. je l'ai eu à mon anniversaire quelques mois plus tard. Sauvé. C'est... Mais du Une coup, enfance presque brisée. ça reste un jeu qui m'a marqué pour le coup, parce que il y avait 2-3 petits trucs, et puis c'est juste que l'univers est tellement délirant en fait que j'ai jamais retrouvé ça dans un autre jeu vidéo. Ok, tu l'as testé toi Alors, j'ai vu des vidéos. Je me suis arrêté à ça. En fait, je suis un gros fan de RPG sur PS1. Je les ai quasiment tous en version PAL, sauf lui. C'est le seul que t'as pas voulu acheter. Bizarrement. Voilà. Non, mais oui, voilà, j'ai Et jamais tu passes à côté d'une pépite. d'une pépite, voilà, courir contre les murs. J'ai hâte. Avec un super dragon chewing-gum. Mais du coup, ça me fait penser à un truc, le coup des élastiques sur la manette pour faire passer le temps. J'ai une mini anecdote, hein, je prends 2 secondes. Vas-y, on est preneur. C'était sur un Final Fantasy, le 10. Il y a un boss caché qui met vraiment beaucoup de temps à être battu. Et j'avais, je crois que je sais plus comment j'avais fait ça, mais en gros c'était un truc où on pouvait automatiser le combat. En fait, on pouvait juste faire les attaques. J'avais vraiment le niveau maximum. Et je me souviens que j'avais dû scotcher le bouton d'action. Et je savais de toute façon que j'avais un truc pour soigner de façon automatique, etc. Et en gros, il fait juste du temps. Comme à l'époque, Et je devais partir au boulot, donc j'ai scotché mon machin. Je suis revenu, le combat était fini. comme à l'époque de Counter-Strike où les mecs ils collaient un petit bout de post-it sur leur écran. Comme ça, ils avaient pas besoin de viser avec le sniper pour, Ah oui. pour tirer. Ils faisaient des no-scopes. Enfin voilà, les petits trucs de tricher. Du coup, t'avais un deuxième jeu peut-être Alors le deuxième jeu, qui va peut-être un peu plus convaincre l'audience. C'est pas la suite. Le Il n'a pas deuxième jeu, non, il n'y a jamais eu de suite malheureusement. Le deuxième jeu a un premier opus fantastique et un second opus catastrophique. Eh ben, on va prendre le fantastique. C'est Alundra. Ok. Exact. Alundra que j'ai adoré, qui est un petit peu... pour moi, c'était le Zelda plus mature à l'époque. Comment ça s'appelle ? C'est-à-dire que c'est un jeu d'aventure avec de nombreuses énigmes, etc. Sorti Et- sur. PS1. Mais le design général, les thématiques abordées, etc. sont beaucoup plus dures que sur un Zelda. Et pourtant, on navigue à peu près dans le même genre de jeu, quoi. Ok. Ce qui m'a marqué, oui, c'est tout le bestiaire, les musiques étaient fantastiques, les sprites, donc à quoi ressemblaient les personnages. Donc on est aussi sur un jeu de rôle. Voilà, c'est ça, c'était un jeu de rôle et c'était vraiment pour moi une pépite à l'époque qui était géniale, mais qui s'est fait totalement éclipser par d'autres jeux. Par la meilleure licence de tous les temps, Zelda. Non, mais il avait son attrait aussi à Lundra parce qu'il Ouais. avait un côté un peu puzzle. C'était pas évident des fois. Très dur, très dur, ouais. Ouais. Puis la thématique plus adulte dans le sens, je crois qu'on rentrait dans des cauchemars, On des personnes qui étaient en c'est fait ça. comme dans un coma.
et on devait rentrer dans leur rêve pour les faire se réveiller en fait. Ils avaient Celui-ci, je l'ai pas testé. C'est très original. Hein. Il est très très original. En gros, ouais, c'est ça. Il y a toute une trame principale où il faut aller d'un point A à un point B pour tuer le méchant, mais tout ce qui est intéressant, c'est vraiment le périple où on va rencontrer des personnes qui ont des soucis. Donc voilà, des comas généralisés par exemple dans une ville, et il faut donc rentrer dans le rêve de ces personnes pour battre le boss et faire en sorte que cette maladie s'arrête en fait. Ouais, ok. Ah, c'est un peu comme la même mécanique que dans Mario et Luigi Dream Team, Ah oui. où Luigi s'endormait pour aller dans les rêves de personnes endormies. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que, en fait, en parlant de jeux méconnus, même chez Nintendo et dans les jeux Mario, il y a pas mal de Il y a petits jeux tellement de qui licences, sont méconnus. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde connaît les Mario Bros, Mario Galaxy, Mario Kart, etc. Mais il y a eu plein de petits Mario un petit peu plus obscurs. Un dont je t'avais déjà parlé, Fabien, que moi j'aime beaucoup, qui est sur exactement le même principe qu'un Mario Bros, mais qui s'appelle Super Princess Peach. Ah oui, sur DS. Exactement, et en fait c'est un Mario 2D, sauf que au lieu d'incarner Mario, on incarne la Princesse Peach. Et en fait je trouve que même en termes de gameplay, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus intéressantes que dans les Mario Bros. Parce que Princess Peach, on va pouvoir, si je me souviens bien, utiliser son espèce de petit... Parapluie. Son ombrelle. ouais, pour c'est- planer. exactement, enfin il y a plein de choses hyper intéressantes et tout simplement ça change aussi, tu vois. Ouais. Et DS, c'est une console sur laquelle il y a plein de pépites méconnues, mais de toute manière, là, on a encore, allez, on se dit, on a encore 10 une heures. heure pour continuer à en parler. Je nous laisse maximum 1h15 de plus, parce que après, on va essayer de faire un petit peu autre chose. Fabien, tu voulais peut-être enchaîner sur sur un autre jeu? Je suis sur un jeu récent. Ah, Alléluia mes frères. Vas-y. Un jeu qui doit avoir 2-3 ans max. Dac. Qui est sorti sur PS4, Switch, Xbox One, et j'imagine peut-être pas PC certainement. Ça s'appelle Children of Morta, Oui. Oui. que j'ai fait. Je l'ai acheté un peu à tout hasard. Je m'étais pas documenté sur le jeu. C'était dans une période où j'aimais bien un peu le pixel art. Je me suis dit bon, ouais, je vais me lâcher un peu sur des jeux un peu plus indé et orienté pixel art. Et je me suis juste baladé sur la jaquette un peu bêtement, et il était pas très cher. Je crois même que depuis il a encore baissé de prix, donc je veux dire pourquoi c'est un bon plan ce jeu-là. Mais il faut aimer aussi ce style de jeu. Le roguelike. C'est du roguelike, donc c'est en gros, pour expliquer un peu le principe, c'est que tu démarres une aventure et dès que tu meurs, tu reviens vraiment au début du jeu. Alors le roguelike, c'est même plutôt du roguelite, C'est oui, roguelite. parce qu'il y a le roguelike où en fait on fait l'aventure dès qu'on meurt. On perd tout. recommence. On recommence depuis le début, donc hyper frustrant, mais hyper hardcore, donc il y a un public pour. Et le roguelite, où finalement c'est le même principe, sauf qu'on garde quand même Il y a certains acquis, voilà. ouais, l'or par exemple. l'or, l'expérience acquise, les niveaux passés d'expérience. Bah, un des gros succès du genre ces dernières années, c'est Dead Cells. Isaac aussi. Ah oui, Avec sa effectivement. nouvelle extension là. Ouais. Binding of Isaac. Ouais, voilà, c'est vraiment un genre qu'on voit assez souvent maintenant, notamment sur Switch et sur PC, et parfois aussi sur Effectivement. console. Ouais. Et donc ce Children of Morta, ce qui était intéressant, c'est que on n'a pas qu'un seul personnage, on a toute une famille en fait. C'est une famille qui deviennent guerriers. Alors je vais pas expliquer l'histoire encore une fois, j'aime pas trop expliquer l'histoire, mais concrètement on a le père, on a le fils, le grand frère, la fille, la mère, et je crois qu'il y a la petite sœur aussi qu'on va vraiment débloquer au fil du temps dans le jeu. Donc au début on va faire beaucoup d'essais, on va rentrer dans les donjons, on va mourir, etc. Et au fil du temps, en fait, même si on meurt, le jeu avance. C'est qu'on va avoir une cutscene, enfin une séquence qui va se débloquer, soit côté l'évolution du mal en fait dans le monde, ou alors vraiment un nouveau personnage qui va qui évolue au fil du temps, parce que en définitive, tout démarre de la maison familiale. Et donc chacun va qu'à ses occupations, mais bon, sachant qu'il y a quand même une grosse, un danger qui est imminent sur le monde entier, et notamment sur leur maison. Et donc ils doivent se confronter à ce nouveau danger. Et donc on va avoir donc tous ces personnages-là qui vont se débloquer au fil du temps.
Et chaque personnage a vraiment ses capacités propres, a vraiment son équipement qui lui est propre et son approche en termes de gameplay. Certains vont jouer plutôt à distance, d'autres plutôt au corps à corps. Et on débloque au fil du temps des nouvelles compétences, etc. Donc c'est hyper prenant sur le long terme. C'est pas comme moi je connais souvent les roguelikes où c'est assez austère, où on peut vite décrocher. Mais là, on a toujours ce petit truc qui fait qu'on on va se retenter celle-ci avec ce personnage-là. Et finalement, c'était plus dur avec le fils, par exemple. Avec la fille, j'ai des pouvoirs à distance. C'est pas mal et je sens que je peux y arriver à finir ce niveau. C'est vrai. Ouais, en ce moment, c'est vraiment une super période pour tout ce qui est roguelite. Il y en a énormément. Il y a Hades qui est sorti, qui est beaucoup plus connu parce qu'il était nommé. Ah oui, c'est vrai. Qui est fantastique de par son histoire et son gameplay. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu Curse of the Dead God qui est sur toute une thématique Maya, ce qui est assez rare pour être salué. On a eu Skull aussi dernièrement qui est un jeu coréen. Enfin bref, il y en a eu énormément de roguelites qui sont tous plus géniaux les uns que les autres. Ouais, c'est ça. Donc c'est un genre, je pense, pour ceux qui connaissent pas, c'est au moins à tester, voir un peu la vie qu'on peut se faire sur le genre. Par contre, souvent c'est punitif. Ah, c'est très punitif, oui. Mais ça dépend des jeux. Par exemple, Children of Morta, je trouve pas ça embêtant. Parce que ça va nous débloquer d'autres petits bouts d'histoire, ou alors on peut essayer avec d'autres personnages avec qui on est plus à l'aise, etc. Ouais, t'as toujours de l'avancement qui se débloque au fur et à mesure que Tout tu ce que meurs, tu fais te rapporte quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est typiquement un jeu que j'ai fait à la cool, sachant que moi, je suis pas un... Mais en fait, ça m'étonne un petit peu que tu présentes ce jeu, parce que je t'imaginais pas amateur de roguelike. Là, ce qui m'a surtout intéressé, c'est typiquement l'esthétique. Ouais. Super pixel art, des animations bien fluides, très sympa. Franchement, grosse surprise parce que là, je m'attendais à un petit jeu à tester à 30 balles à peine. Et en fait, super jeu. Et on le trouve, il est soldé régulièrement. Là, je pense qu'en ce moment, on peut le trouver à un prix vraiment intéressant. 9€ des fois, 10€. Et pourtant, il les vaut largement. Ouais. D'ailleurs, en parlant de pixel art, est-ce que tu as testé Yes Your Grace? Je connais, mais j'ai pas testé. D'accord. J'ai pas testé, donc je t'écoute. Je sais pas si vous avez joué à Règne, le jeu sur téléphone avec les cartes où on swap. Pas sur téléphone. D'accord. Parce que du coup, c'est un jeu à choix où on joue un souverain qui doit diriger son royaume, qui écoute les doléances des autres, etc. Yes Your Grace, c'est exactement la même chose, mais avec une histoire vraiment bien fichue, avec énormément de choix à faire. Et en gros, il va falloir décider si on aide les paysans qui souffrent de la famine. Il va falloir décider est-ce qu'on marie sa fille à telle personne, etc. Et en fait, tous les choix qu'on fait ont des conséquences par la suite. Ce qui fait que des fois, on est obligé de revenir en arrière pour changer un de ces choix parce que vraiment, ça impacte le jeu sur les très longs termes. Ok. Et le jeu, en fait, c'est ça. On est un roi, on est assis sur son trône et on voit défiler des gens. À la fin de la journée, on va discuter avec sa famille pour régler divers soucis, etc. Et le lendemain, ça recommence. Et au final, on fait face aux conséquences de ces choix. Plus on avance, plus il y a de choix à faire, plus il y a de conséquences, etc. Ça pourrait être le genre de jeu qui te plairait bien, Brewal, je pense, non? J'en avais un, je sais plus son nom, mais c'était à peu près comme ça, assez très simpliste dans les graphismes. Et on était un roi sur son trône. Et on avait différentes demandes, que ce soit payer telle somme d'argent pour une amélioration dans un bâtiment dans le village ou enfin différents événements qui venaient du coup dans la journée et du coup à chaque jour t'avais un récapitulatif de ce que t'avais si t'avais fait des choses bien, l'argent que t'avais dépensé, tout ça et c'était de la même manière chaque jour du coup t'avais des nouvelles trucs on est clairement sur ce genre de jeu et là-dessus en plus les graphismes sont fantastiques, c'est du pixel art mais très très bien maîtrisé et les musiques surtout sont incroyables. On est sur de la folk un petit peu slave. D'accord. Spécifique, hein. C'est vrai, c'est très spécifique, mais c'est parce que j'aime bien ce genre de musique aussi. Bon, voilà, ça peut faire penser à The Witcher, etc. Ouais, ce genre de musique. Non, mais c'est drôle parce que au premier abord, tu vois, tu dis bon, de la folk slave, qui visualise. Ok, Brewal, tu voulais peut-être nous présenter un autre jeu? Ouais, j'ai un petit jeu qui est ressorti très récemment en février 2021. Ok, donc il y a quelques mois.
Ça se nomme Tribal Hunter, qui est seulement disponible sur PC, il me semble. Je crois que ça c'est pas encore. De toute façon, toi, t'es principalement un gamer sur PC. Moi, j'ai beaucoup de consoles chez moi, mais j'ai pas l'habitude d'y jouer personnellement en tout cas. Surtout des consoles familiales. Et c'est donc Tribal Hunter qui vient de Melon Soda Soft, une petite boîte méconnue comme le jeu qui vient de sortir. Et dans ce jeu, en fait, on intègre une poupée. Encore une poupée. Alors, encore une poupée. En fait, c'est la thématique du podcast, c'est les poupées. Ouais, c'est ça, c'est les poupées. Est-ce qu'il faut marcher contre un mur toute une journée? Non. Non. En fait, il y a un malheur qui se passe dans un village et une petite fille demande aux dieux un appel à l'aide et dépose une poupée à côté d'un hôtel. Et en fait, les dieux vont envoyer comme aide, de donner vie à cette poupée qui va grandir et qui va être le personnage que le joueur va jouer. Et du coup, la thématique, dans le jeu, on va devoir sauver les villageois et l'île. Enfin, on joue sur une île et en fait, il faut débloquer l'île de différents méchants, assez classique. Et l'évolution de ce jeu, en fait, c'est que ça se joue par rapport au poids du personnage. Le personnage, en fait, il va falloir manger pour grossir. Et plus on est gros, plus on a de force, plus on est puissant, plus on frappe fort. Et plus du coup, on peut débloquer des espaces un peu cachés sur les différents niveaux. Mais attention, il y a une limite à ne pas dépasser et si on la dépasse, on explose et game over. Ok. Et voilà, c'est un peu un jeu d'inflation du personnage. Et du coup, t'as plein de petites énigmes des différents passages qui vont demander une certaine taille, un certain poids pour pouvoir passer. Et c'est à toi de soit en perdre ou alors en gagner en avalant des ennemis, de la nourriture, ou alors en s'asseyant par terre et en respirant pour perdre du poids. Et c'est un petit jeu 2D un peu plateforme avec des combats et Le concept est cool. Carrément. Ouais. Ça me fait un peu penser, là c'est moins obscur, mais il y a un jeu Kirby un petit peu comme ça où tu peux coller des Kirby ensemble et en fonction de ta taille, il y a des endroits où tu vas pouvoir passer ou non. C'est pas Kirby Mass Attack ou quelque chose comme ça? Mouse attaque. Non, Mass comme MA2S. ouais. My bad. Je l'ai, mais j'ai pas joué. Massive. Je crois que non, c'est- Massive Attack c'est un groupe. Oui. Non, je crois que c'est Mass Attack. Mass Attack aussi. Il est sorti soit sur Wii, soit sur DS. sur 3DS. Je crois. 3DS. Ou peut-être DS. Moi, je crois que je l'ai sur DS. Normalement, je Ouais. l'ai sur DS. Ouais, c'est ça. Mais je crois que il y a des voilà, il y a cette notion en fonction du nombre de Kirby, donc tu représentes un volume plus ou moins élevé, il y a des endroits où tu vas pouvoir passer ou non. OK, ça a l'air chouette. Ouais, t'as de l'argent pour acheter des nouvelles compétences, développer des compétences déjà acquises, ou alors augmenter la taille maximale que tu peux avoir pour Ok. être plus puissant. Voilà, c'est assez drôle comme jeu. Et encore une fois, un concept assez original, quoi. Assez original, oui, de Ouais. travailler sur le poids et la taille du personnage pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, Tribal Ok. Hunter. Ok. Tribal Hunter sur Steam. Eh bien moi pour continuer, je comptais vous parler d'un Zelda. Alors vous me dites mais Zelda tout le monde connaît. Quij. Mais parmi les Zelda, il y a quelques Zelda qui sont méconnus et notamment 2 opus qui sont sortis à l'époque sur Game Boy Color. J'ai eu peur que tu me dises sur Ah, Philippe CDI. non, non, non. Ah, parce que je m'imaginais déjà les... l'idée c'est quand même de présenter des Bons bons jeux. jeux. L'idée c'est pas que les gens Et tombent méconnus. sur un jeu merdique, n'est-ce Season pas? Age. Exactement. Et Ouais. Donc je vais pas vous parler de Dragon Schwinger. Ça, c'était mon petit coup de cœur. Hein. Et je t'ai parlé d'Alundra. avec une 3D Je dégueulasse. dis ça pour rire. Donc en fait, ce jeu, alors ces jeux, tu les as dit, c'est The Legend of Zelda, Oracle of Seasons et Oracle of Ages. Donc Zelda, tout le monde connaît. Et là, la différence, en fait, c'est que dans ces 2 opus, Link aura la possibilité, donc dans Seasons, grâce à une espèce de baguette, de contrôler les saisons. Et dans Ages, de contrôler le temps. Et je trouve que les mécaniques de jeu sont super intéressantes. Moi, j'ai une petite préférence pour le Seasons. Pareil.
où en fait quand tu vas basculer le monde en hiver, tu vas avoir des zones qui sont gelées où tu vas pouvoir passer ou non. Si t'es bloqué, il va falloir passer en été parce que hop, la glace va fondre. Donc si vous êtes amateur de jeux type Zelda et que vous n'avez jamais fait Oracle of Seasons ou Oracle of Ages, vraiment grosse recommandation. Pour moi, ça fait partie des meilleurs Zelda. Ils ont la spécificité d'avoir été développés par Capcom et pas par Nintendo. D'accord. Ouais. Donc c'est 2 jeux Zelda qui ont été développés par Capcom. Donc c'est assez étonnant de voir sur la boîte du jeu le logo de Capcom. C'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a aussi Minish Cap Ouais, Minish Cap que j'ai adoré. et Force World, il me semble, tous les 4 ont été Alors, développés par Capcom. Force World, c'est sûr, c'est pas Capcom. Non. Minish Cap, Minish Cap, peut-être. J'ai plus en tête. Parce que je sais que quand je lançais le jeu sur 3DS, c'était avec Capcom qui apparaissait. Possible. Les autres, non, mais peut-être Minish Cap. Après, j'ai pas envie. Minish Cap, il est sur Game Boy Advance, non? Il est sur Game Boy Advance. Ouais. Ok, c'est ça. Après, comme c'est celui qui est sorti après Seasons et Ages dans les portables, c'est possible. Franchement, j'ai plus l'info de tête, mais certains d'entre vous ont testé ces Zelda. Je Oui. pense que toi, Simon. Ouais. Ouais, moi j'ai fait le Season et j'ai fait le Age, mais juste pour les fonctionnalités qu'il y avait entre les deux. Ah oui, C'est-à-dire que si on avait le Zelda Oracle of Season et Oracle of Ages et qu'il y avait la console détectait la deuxième sauvegarde de l'autre jeu, il y avait des choses qui se passaient dans une version ou l'autre. Alors ça, je me souviens plus. Mais ouais, possible. Hein. Du coup, j'avais fait le Season, j'avais fait un peu le Ages, mais que j'avais beaucoup moins aimé en fait. Déjà au niveau de l'ambiance. Ouais, l'esthétique des saisons dans Seasons, Ouais, elle est incroyable. Vraiment magnifique. Quoi. Alors que pour le Ages, c'est juste des filtres entre guillemets qui étaient un peu appliqués à l'écran et je trouvais pas ça fantastique. Mais en fait, quand on dit Zelda, ça parle à tout le monde. Mais en fait, on se rend compte que quand on parle de Zelda, en fait, on parle très fréquemment des mêmes jeux Zelda. Quoi. Oui. C'est souvent le premier sur NES, celui de la Super Nintendo, Link to the Past. Ensuite, on parle régulièrement, forcément, pour beaucoup, le meilleur. C'est pas pour moi. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Moi, c'est Wind Waker. Tout à fait, sur Chacun le Nintendo sien. 64. Effectivement, on partage un amour commun pour Wind Waker avec Brewal. Et donc toi, t'as... Moi, je suis le plus vieux ici, donc c'est Link to the Past. Ah ouais. Bah, souvent, ça bataille entre Link to the Past et... J'ai commencé avec lui, moi. Ah, t'as Et- commencé avec lui. J'ai commencé avec lui et c'est celui que j'ai le plus aimé juste pour le côté nostalgique en fait. Ah. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Wind Waker est bien meilleur. C'est souvent en fait celui avec lequel on commence en fait qui nous marque Ouais. le plus, j'ai l'impression. Bah, moi, c'est pas celui avec lequel j'ai commencé Wind Waker. T'as commencé avec Link to the Past toi aussi? Alors non, mon premier Zelda, c'est Link's Awakening sur Game Boy. Ouh, il est bon. Pas le DX sur... Sur Game Boy Color. Attends, Sur je confonds Color. peut-être. Awakening, c'est là où il est sur l'île avec le poisson rêve. Exactement. Ah non, je suis comme Alexis en fait. C'est Awakening. que Salaud Salaud Mais par contre, j'ai un gros affect aussi pour Link to the Past parce que j'ai souvenir de voir mes parents jouer dans le salon quand j'étais petit à Link to the Past. Mais est-ce que j'en profiterai pas pour vous parler d'un jeu? C'est pas exactement un Zelda-like, mais dans les mécaniques de jeu, on n'est pas si éloigné que ça. Alundra, c'est Qui est un grand jeu de l'époque Super Nintendo et qui, pour moi, est le seul jeu type Zelda meilleur qu'un Zelda. Je te connais, Alexis. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je vais dire? Seiken Dentetsu 2. Secret of Mana. of Mana, qui est effectivement, je pense, mon jeu de la Super Nintendo préféré. Et il est bon. On a pas mal parlé de musique de jeux vidéo aujourd'hui. Je crois qu'on fait difficilement une plus belle BO que celle de vrai. Secret of Mana sur la Super Nintendo. Je crois que juste pour sa bande originale, le jeu vaut le coup. Oui, on peut l'écouter vraiment indépendamment. Ouais. Et c'est vraiment chouette. Ouais. Et en fait, je suis content. Je comptais pas parler de ce jeu, mais là, c'est la transition parfaite. Vas-y, lâche-toi. Donc, Secret of Mana, on est sur un jeu aussi action RPG. Donc, c'est un jeu de rôle, mais où on est quand même plus dans le mouvement, en quelque sorte. Les combats, c'est du réel. En fait, c'est comme dans les jeux d'action, c'est-à-dire qu'on met en direct les coups d'épée, etc., les sorts. Et en fait, c'est un univers qui est complètement fou, assez féerique. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, au-delà de l'univers et des musiques, parce que vraiment, c'est les deux grandes forces du jeu,
c'est le fait qu'on avait la possibilité à l'époque de jouer à plusieurs. Et donc un action RPG auquel on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, complètement fou pour l'époque. Dites-vous, c'est comme si vous pouviez jouer à Zelda à 4 et que chacun incarnait un personnage, mais en plus que chaque personnage a un peu des facultés différentes et donc va apporter un peu sa pierre à l'édifice. Et dans certaines situations, l'un va être plus pratique que l'autre, etc. Les personnages aussi sont assez rigolos. Il y a une espèce de petit elfe là qui ressemble aussi à un petit cochon, je trouve. Ouais, c'est un elfe nain. Faut t'arrêter avec les cochons. Hein. Tout ressemble à des cochons en fait aujourd'hui. Mais Nous n'avons pas de drogue sur ce plateau. Hein. je crois que Fabien, je crois que t'es aussi un amateur de ce jeu. Ouais, j'aime bien. Mais j'ai découvert aussi à l'époque quand j'étais petit Sur Super Nintendo. Sur Super Nintendo, ouais. Alors t'es peut-être un peu moins fan que moi de ce jeu ou... Alors je préfère le Zelda 3. Ah ouais. Ok. Ouais, pour le côté, la longévité. Enfin, moi j'étais surpris beaucoup dans Zelda 3 pour le changement de monde. Ah oui. Et j'étais pas prêt. Et ça me fait vraiment beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à ce jeu très long. Mais Secret of Mana, il a vraiment son sel justement pour le côté multijoueur. On pouvait jouer à plusieurs sur une Super NES. Alors après, qui sait qu'il y avait un manette Super NES C'est clair. Donc à 2, oui, j'ai fait, mais en fait, 3, les jeux multi de l'époque, c'était les jeux de combat, les jeux de course, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. J'allais dire les jeux de plateforme, mais même pas, parce que souvent les jeux de plateforme, c'était chacun son tour. Genre les Mario, ouais, tu pouvais jouer à 2. Un jouait Mario, l'autre Luigi. Mais c'était chacun son tour. Chacun son tour. Et là, c'est une vraie performance. Et mine de rien, il y a une autre performance sur ce jeu. C'était que le jeu en permanence était en 2D vu un peu du dessus. Ouais. Enfin, en vue... ISO, un peu isométrique. Ouais. Mais il y avait des phases où il faisait une espèce de 3D. En fait, les phases où tu te déplaçais dans le monde à d'autres dragons, si je me souviens. À d'autres dragons, on parle le lance-boulet, là. Le canon. Ouais. Le lance-boulet. Super. Le lance-boulet. Alors, aujourd'hui, c'est pas ce qui a le mieux vieilli, mais pour l'époque, c'était hyper impressionnant. C'était le fameux mode 7 de la Super Nintendo. Exactement. Et la dernière chose que je rajouterais sur ce jeu, c'est... alors ça va à côté du jeu, mais c'est les artworks. Oui. Les artworks qu'on a dans le livret qui va avec le jeu. Il y avait aussi un gros guide en fait vendu à qui l'époque nous accompagnait dans le jeu avec les dessins des personnages. Moi j'ai juste la cover du jeu. Je pense que c'est une des plus belles covers de l'histoire du jeu vidéo avec ces personnages un peu de dos là, l'espèce de forêt. Enfin, magnifique. Ouais. Franchement, c'est un jeu qui est exceptionnel. Et j'invite même les jeunes joueurs qui ont pu aimer certains Zelda dernièrement, type sur 3DS Zelda Link Between Worlds. Là dernièrement, il y a eu le remake de Link's Awakening. Ouais, sur Switch. Du coup, il y a encore des jeunes joueurs qui découvrent des action RPG en 2D en quelque sorte. Ouais. Et du coup, si ça vous plaît, si vous n'avez pas les moyens d'avoir une Super Nintendo, testez avec un émulateur. Franchement, c'est un jeu. Il y a eu un remake de toute façon. Collection mais of oui, Mana. c'est vrai. Il y a eu le remake. Sorti sur Switch et PS4. C'est ça. Ouais. Non, que Switch. Ah, Switch. Ah non, sur PS4, c'est Trial of Mana. Trial of Mana. Et puis Secret of Mana remake qui est très mauvais. Et il N'achetez pas. Children of Mana aussi. À force, je me perds. Children of Mana, il est sorti sur DS. Ouais. Et jamais réédité, à mon sens. À force, moi, je suis perdu. Collection of Mana. Et c'est lequel qui est mauvais, tu me dis? Le Trial. Trial of Mana. Oh, ça va. Oh. En fait, Trials of Mana. Alors, ça va être compliqué là. Attends, parce que là, il y a eu Collection of Mana, Trials of Mana, et il y a eu le remake de Secret of Mana. Alors, il y a le remake de Secret of Mana en 3D. Génial. T'aimes bien, toi? Ouais, je l'ai bien aimé. Non, mais en fait, non, attends. On va être d'accord, je pense que le jeu est bon, mais l'esthétique est moche. Pour le jeu PS4, là? Non, mais il y a une latence de fou. Enfin, c'est très subjectif. Non, mais c'est surtout une question esthétique. Le jeu est pas beau. Il est pas beau. Mais je trouve qu'il est pas très jouable non plus. Mais voilà, après, la base est tellement forte que, allez, même avec des latences, ça reste un jeu exceptionnel, quoi. Oh, si tu veux. Après, tu parles voilà, de quelqu'un. Non, mais on parle pas d'un FPS où la latence te ruine. En fait, je trouve qu'il y a une. Ah, tu parles quand on donne les coups d'épée. Ouais, c'est ça, il y a une latence en fait. Là. Moi, j'ai juste vu des gameplays et en fait, j'y ai pas joué parce que esthétiquement, ça me parle plus du tout. Ouais. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est quand on a un jeu aussi beau, pourquoi on essaye de le refaire. C'est-à-dire que
autant je trouve que c'est un pari réussi pour A Link's Awakening. Et je trouve même que c'est hyper malin ce qu'ils ont fait, cet effet un peu maquette et tout. C'est trop cool. Mais là, pour Secret of Mana, c'est une catastrophe, quoi. J'ai l'impression de revoir certains dessins animés qui sont très chouettes en animation traditionnelle et qu'on essaye de nous foutre en 3D et qui sont catastrophiques. Ah oui. C'est... Bon, en tout cas, moi, je suis content d'avoir pu parler de Secret of Mana parce que je comptais pas du On tout te en voit parler ton à grand la base. sourire. Et Donc il y a deux moyens d'en profiter en fait de ce jeu-là. On peut soit Ouais, en tout à fait. profiter dans Collection of Mana sur Switch dans la version Super NES. et du coup, là, c'est la version originale. Et ou sinon en version PS4, je crois. Non, mais que c'est- PS4. C'est que PS4, mais moi je te parlais de la version Switch. hein. Mais c'est quoi la différence entre Collection of Mana et Trials of Mana? Trials of Mana en fait c'est le Secret of Mana 2 en fait c'est le deuxième jeu, enfin le troisième jeu qui est sorti sur Collection of Mana. Parce que Mais Collection pourquoi ils l'ont of appelé Mana- Trials of Mana? Parce que c'était son nom traduit en fait. En traduction, le nom c'est Trials of Mana. C'est la suite Ok. de Secret of Mana. Enfin la suite entre guillemets. Parce que ça donne l'impression que c'est une compile de 3 jeux en fait. Quand t'entends Trials of Mana. Mais Trials of Mana c'est un jeu en 3D. C'est l'épreuve, quoi. Ouais, mais je trouve que ça marche pas du tout quoi. Ouais, et je pense que c'est peut-être aussi ce qui a fait que voilà, peut-être que ce serait un jeu méconnu. Peut-être. Encore plus. Et du coup, il est bien? J'ai testé un petit peu, ça va, mais il est pas foufou. Mais voilà, il est soldé d'ailleurs en ce moment si vous voulez. Bah, vaut mieux le prendre avant que ça devienne justement une pépite méconnue peut-être. Ouais. Ça le sera parce que la licence est assez forte auprès des amateurs de RPG. Donc il sera recherché, je pense, un jour s'il n'est pas assez vendu. Ouais. Mais en fait, là par exemple, quand on parle de Secret of Mana, on parle d'un jeu méconnu. En fait, je pense que c'est le... Méconnu Tant- maintenant. Voilà, c'est ça. Mais à l'époque, c'était pas un jeu méconnu. Non. Mais je trouve que ces dernières années, les quantités de jeux méconnus sont de plus en plus importantes parce que l'actualité est tellement forte. Ah ouais. Et il y a une telle production sur les consoles que... Et souvent, ces jeux dont on parle, à part peut-être Secret of Mana, et quoique moi j'ai pas connu sa sortie en fait, c'est surtout pour des questions marketing en fait, c'est qu'ils ont pas les moyens de se faire connaître la plupart du temps. Il y a qu'à prendre, je pense que les consoles sur lesquelles en fait il y a le plus de pépites méconnues, ça va être des consoles comme la PS2, la Wii, la DS, et en fait c'est les jeux où il y a eu les consoles où il y a eu le plus de jeux. Oui. Et du coup, pour s'y retrouver là-dedans, c'est un bazar pas c'est possible. dilué Quoi. de fou. Ouais. T'as pris tous les jeux indépendants de petits développeurs sur Après, le truc, c'est que là, même à la base, les jeux indépendants sont méconnus, mais en fait, maintenant, c'est devenu une telle industrie, le jeu indépendant. Il y a une telle quantité aussi. Ouais, puis est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendant pour certains studios qui te sortent des jeux à la indépendant et... Bah, Un des contre-exemples, alors moi je considère que ça reste quand même un jeu indépendant, mais qui a été financé en partie par Sony, c'est Journey. Oui. Alors Journey, pour moi, ça reste quand même un jeu méconnu parce que le grand public ne connaît pas de Journey. C'est-à-dire que dans les communautés de joueurs, de gamers, etc., Journey, c'est devenu un classique, je pense, Oui. Ouais. qui a été réédité sur PS4. Je pense qu'il y aura le droit sur PS5, qui est sorti ensuite sur PC, je crois. Mhm. Mais le grand public connaît pas forcément de Journée. Journée, si on devait expliquer ce que c'est, le principe c'est qu'on a un personnage mystérieux. On ne sait pas qui il se réveille, on ne sait pas où il est, et on n'a aucune indication et on va naturellement comprendre qu'on doit se diriger vers le sommet d'une montagne qu'on voit au loin. Et voilà, on va avancer comme ça. C'est un jeu qui est absolument magnifique. Je pense que ces dernières années, on a fait peu de jeux aussi beaux esthétiquement, qui vieillit aussi bien aussi. Alors qu'il date de l'époque de la PS3. Ben ouais, il date de la PS3 et c'est même pas sur la fin de la génération, c'est plutôt du milieu de génération. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on discutait des jeux qui jouaient un peu de nous, est-ce que c'est des jeux, etc. Et je me souviens très bien qu'à sa sortie, il y avait des débats partout sur est-ce que Journey est un jeu vidéo. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment le sujet parce que le jeu était déroutant en fait. On savait pas ce que c'était, on n'avait pas d'informations qui nous étaient données et surtout, on n'avait pas de but précis. Souvent, le jeu vidéo, c'est quand même, on incarne quelque chose, on a un but, il y a des mécaniques de jeu. Et là, même dans les mécaniques, c'est assez limité. On se déplace et on peut appuyer sur une touche pour faire un petit saut et faire une aura lumineuse autour de nous. Après, je suis d'accord avec toi. Juste, il est arrivé aussi à un moment donné du jeu vidéo où
tout est simplifié pour que le plus grand nombre de joueurs puissent y jouer aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit noté ou qu'on on te mette une flèche qui t'indique où tu dois aller, etc. en permanence. Et avant, ça n'existait pas. Et maintenant, on commence à y revenir pour des joueurs un petit peu qui demandent plus de liberté, en tout cas plus de sentiment de découverte. Et même au-delà de ça, en fait, il y a une période où on a voulu nous foutre des tutos partout. Ouais, C'est-à-dire que tu avais des phases tutoriels au début des jeux, chose qui se faisait pas à l'époque. Normalement, si ton gameplay est efficace, tu n'as pas besoin de tutoriel. Oui. C'est-à-dire que le meilleur exemple, c'est le premier Mario. À aucun moment, on te dit appuie sur A pour sauter, appuie sur B pour courir. C'est que le jeu est tellement bien pensé que naturellement, tu vas comprendre. Tes niveaux sont pensés de sorte à ce que tu vas comprendre. Donc tu vas avoir des briques, tu vas dire je dois certainement pouvoir aller dessus ou au moins taper dedans. Tu vas taper sur les boutons, tu vas voir ce qui se passe. Et moi, je le vois pas mal avec les jeunes joueurs qui viennent à la médiathèque. Très souvent, on me demande sur quel bouton il faut appuyer. Et moi, c'est une question que j'ai du mal à comprendre parce que j'ai la manette, j'essaye les boutons en fait. Et en fait, je pense qu'on est en train de revenir là-dessus, comme tu le disais, Simon. Il y a eu une période où le joueur était très très guidé et ça on est en train de revenir là-dessus avec des jeux qui sont très malins, si on prend Rayman Legends par exemple ou des choses comme ça. Après je pense que on en revient aussi parce que le nombre de joueurs a explosé et ces joueurs avaient peut-être besoin d'être plus guidés parce qu'ils n'avaient pas forcément le passif que les joueurs qui ont commencé dans les années 90-80 avaient. Mais maintenant que c'est le cas, peut-être que, je sais pas. Alors ce que je vous propose, là ça fait en gros 1h15 à peu près qu'on parle. On présente encore chacun un dernier jeu méconnu dont on a envie de parler. C'est pas facile, on aimerait en parler de plein, mais on en choisit chacun un et je vous donne chacun votre tour la parole. Brewal, tu commences ? Ou je te laisse le temps de réfléchir peut-être. Je veux bien un peu de temps de réflexion. Je donne la parole à Simon. Ok. Alors moi je vais parler de Final Fantasy. Mais non. Non mais attends, il va nous parler d'un Tactics ou d'un truc dans le genre. De Final Fantasy 11 parce qu'entre le 10 et le 12 il y a eu un jeu et qui n'était pas une aventure solo. Ok. C'était un MMORPG et certainement l'un des MMORPG les plus aboutis qui ait jamais existé. C'est vrai. Il y a un convaincu à côté de toi là. Pourquoi ? Parce que moi je lui ai donné 2 ans de ma vie à ce jeu. Ah ouais, carrément. 2 ans de ma vie et on peut dire vraiment donné parce que c'était vraiment une micro-société à l'intérieur d'un jeu. C'est-à-dire que rien ne pouvait être effectué s'il n'y avait pas des personnes avec toi. Je vais prendre un exemple tout simple. Il existait des jeux d'armes légendaires, mais c'était tellement compliqué à obtenir qu'il fallait le soutien d'une quarantaine de personnes pour que un seul joueur puisse l'avoir. Ce qui fait que par serveur, donc il y avait à peu près 3000 personnes, 4000 personnes par serveur, il y avait qu'en général 2 ou 3 armes légendaires. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on donnait aux meilleurs joueurs. Ouais. Ensuite, le jeu était truffé de secrets dans tous les sens. 10 ans après sa sortie, on découvrait encore des boss. D'accord. Voilà, Pandemonium Warden, je m'en souviendrai toujours de cet article parce que c'est une équipe de Japonais qui a réussi à le trouver. Le combat a duré plus de 18 heures. La vache. Les personnes témoignaient disant qu'il y a certaines personnes qui commençaient à avoir des vomissements ou qui tournaient de l'œil, etc. Attends, là l'objectif c'est de convaincre les gens de jouer au jeu. Ah non mais de toute façon le jeu maintenant est dépassé. Après ça reste agréable quand même de s'y balader parce que les graphismes ont beaucoup vieilli. Mais les décors ont été faits de telle sorte que ça ressemble un petit peu à des peintures à l'huile ou à l'aquarelle. Ce qui fait que ça reste toujours très plaisant en fait de s'y balader. Le système est très sympa aussi. On est sur un faux tour par tour, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre les gameplays des Final Fantasy historiques, classique. voilà, Ouais. et à le transformer en une sorte de action RPG entre guillemets, qui par la suite a été repris dans le 12. C'est-à-dire que on attaque et il y a un timer sur nos attaques, comme si on était en tour par tour, étant donné que le timer fait que on tape. Mais du coup, il y a toujours possibilité d'y jouer. Il y a toujours possibilité. Les serveurs sont encore actifs. Toujours actifs. Alors après, l'expérience n'est plus du tout celle qu'on avait à l'époque. Même pour un joueur qui n'avait pas de travail ou n'était pas en études, etc., il fallait un minimum de 7 mois pour arriver au niveau maximum en jouant tous les jours. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Le niveau maximum n'est plus bridé. En plus, on peut monter à des niveaux délirants.
Mais en fait, c'est cette difficulté aussi qui faisait que le jeu avait une aura pour moi. C'est-à-dire que parfois, on peut trouver un jeu nul parce qu'on n'arrive pas à faire un truc. Mais lui, c'est l'inverse en fait. Ça lui donnait toute sa profondeur. Il y avait même des légendes entre guillemets qui apparaissaient à l'intérieur même du jeu, etc. Et c'était fantastique en fait. Trop bien. Fabien, je te voyais tout à l'heure réagir. Tu as été joueur de Final Fantasy XI ou pas du tout? Je suis pas du tout MMO à la base. D'ailleurs, j'étais très mécontent quand ils ont annoncé Final Fantasy XI online. Je me suis dit non. Ma licence, n'y touchez pas. Le puriste. Voilà, j'étais en PLS dans un coin. Non, concrètement, au début, j'ai été vraiment dans le refus total et je me suis un peu intéressé au jeu. Alors, j'ai joué très très peu parce que le MMO, c'est pas trop mon style, comme je viens de le dire. Et mais quand même, je trouvais ça intéressant. Vive Dofus. Non, j'ai dit vive Dofus. Ouais. Moi, j'aime trop. Voilà, mais moi, les jeux en ligne, en fait, je trouve que ça prend trop de temps. Ouais. C'est pour ça, je jamais vraiment accroché, enfin, jamais voulu accrocher. Je crois que c'est vraiment moi-même qui me suis dit Une volonté. une volonté personnelle. Et donc ouais, je trouvais ça intéressant quand même quand je me suis un petit peu intéressé au truc. Le gameplay était vraiment pas aussi World of War Pas du tout même, ouais. que ça. Ouais. Mais voilà, il y avait vraiment toute une profondeur, puis il y avait un lore en fait, un univers qui était vraiment bien travaillé. Et en cela, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et après, j'avais cette frustration de me dire, j'aimerais bien pouvoir y jouer pour profiter de tout l'univers, toute l'histoire, mais sans avoir à me taper entre guillemets du online des heures et des heures, parce que je voulais pas y accorder le temps nécessaire. Donc ce refus s'est transformé plutôt en frustration parce que le jeu me paraissait bien. Mais le jeu avait vraiment en fait une aura. C'est pour moi ça en fait que j'ai tenu aussi longtemps. Déjà, les musiques sont fantastiques. Ah oui. Je les écoute en dehors. Bah oui, voilà. On les revoit. Enfin, Square Enix fait une fois par an, je crois, un concert. Ouais, régulièrement, voilà, ils font des concerts symphoniques autour des musiques. Wing of Liberty, je crois que c'est le nom du concert. Je crois que ça a un nom différent en fait à chaque tournée. Ah d'accord. Je crois aussi, ouais. Et du coup, en tous les cas, on retrouve à chaque fois au moins une, voire deux, voire trois musiques de FF11 dans ces concerts, parce que vraiment, elle véhicule quelque chose. Oui. Ok, bah génial. Brewell, t'as eu le temps de réfléchir ou Ouais. C'était pas pour rebondir un peu ce que t'avais proposé pour Journée ou Ok. c'est le genre de jeu où on est lâché un peu comme ça sans trop d'explications et comme tu disais, on voyait une montagne et on devait y aller. Et moi, c'est un petit jeu qui est sorti, un jeu qui est sorti en 2017, édité par Tequila Work, qui s'appelle Rime. Alors, je l'avais en français. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Un jeu magnifique, ne serait-ce que pour les graphismes et la bande son du jeu. J'espère que vous n'y avez pas joué sur Switch. Non. Parce que la version Switch est inférieure aux autres et il y a des vrais problèmes techniques en fait. Moi j'avais commencé, alors ça a peut-être été corrigé depuis avec des mises à jour, mais au moment de sa sortie je l'avais testé sur Switch et c'était vraiment une catastrophe. Du coup ça m'a un peu dégoûté et j'ai jamais relancé le jeu. Donc parle-moi-en parce que tout le monde me dit que c'est génial. Sur PC, sur Epic Games, qui est aussi c'est vrai qu'il a été offert. Aussi disponible sur RIM et été offert justement sur Epic Games. En vrai, Epic Games c'est incroyable. Toutes les semaines ils filent des jeux et des fois, mais il y a des pépites, c'est un truc de fou. Et c'est notamment là où je l'ai dégoté et je l'avais très longtemps gardé sur mon ordinateur sans vraiment y toucher. Et c'est que très récemment où je me suis dit à un moment où je m'ennuyais, je vais y jouer. Et clairement expérience incroyable, graphisme, musique, histoire aussi. J'ai pleuré à la fin, j'étais en PLS dans mon lit. Ça vous a fait cet effet aussi J'avoue, c'est chargé d'émotions à la fin. C'est lourd. Après, moi, j'ai pas eu ce côté-là parce que j'avais peut-être pas eu autant d'affect dans le jeu quand je l'ai fait. Mais je comprends totalement. Et voilà, on est lâché sur une île. On sait absolument pas il y a une petite cinématique au départ, mais on ne sait absolument pas ce qui s'y passe. Et on est lâché un peu sur une île comme ça, sans trop d'explications comme qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme dans une journée où on voit une montagne, il faut s'y rendre. Là, on voit une grande tour blanche. Mais il faut s'y rendre. Il y a un peu d'inspiration de Journée dedans, non ? Complètement. Parce que ne serait-ce que dans la jaquette, moi, avant même de voir des images du jeu et tout, je me suis dit
juste dans la palette de couleurs et tout, je me suis dit, tiens, ça me fait un peu penser à... Et c'est ça qui montre aussi que ce Journée, c'est devenu un classique, parce que même maintenant, il y a Sable qui est sorti. Non, la il démo a est l'air sortie. bien. C'est vraiment Journée, mais version Mobius dans son design. Ok. Très très bien, il a l'air vraiment top. Fabien, tu voulais nous présenter un dernier jeu, du coup? Je suis frustré, je voulais attendre plus sur Rime, moi. Ah bah après, si vous avez d'autres choses à dire sur Rime... Tu vois. Et un Rime du coup où on évolue au final en cherchant un peu ce qu'il faut faire, à trouver un peu des énigmes, comment les résoudre. J'aime beaucoup les jeux avec des énigmes. Ouais. Et du coup il y a vraiment pas trop d'explications, enfin pas trop, voire pas du tout d'explications parfois sur ce qu'il faut faire, et c'est à nous de voir que tel objet, bah tiens, on peut le déplacer pour le mettre là, ça va peut-être faire quelque chose. Aussi des jeux perspective vision qui vont débloquer des passages ou des objets à utiliser pour ouvrir des portes par exemple. Ça me fait penser à Monument de Valley aussi. C'était un jeu qui était sorti... en fait, quand tu parles d'énigmes, de bouger des trucs, et même dans l'esthétique, je trouve que Monument de Valley fait aussi penser à tous ces jeux un peu qu'on vient de citer. Très épuré. Ouais. Personnage un peu énigmatique. Ouais. Et par ailleurs, par rapport à Rime, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que presque, le personnage principal, c'est presque l'environnement. Parce que finalement, on se demande, c'est quoi ces reliques, c'est quoi ces, c'est comme s'il y avait une ancienne civilisation qui était là. Des lieux mystérieux, voilà. Quelqu'un qui a déjà vécu ici, mais on n'a aucune information, et c'est tellement d'histoires cachées qu'on a tellement envie d'en découvrir plus sur qu'est-ce qui est arrivé, par exemple à une île où tous les habitants ont disparu, c'est un désert complet avec des bâtiments un peu en ruine, et on voudrait savoir ce qui s'est passé en fait pour que ce soit comme ça, et on n'a aucune information, aucune histoire, et c'est un peu frustrant, mais c'est de la bonne frustration. Voilà, c'est de la bonne frustration, quasi un peu excitant quoi. Voilà. On a envie d'aller fouiller les moindres coins de l'île en se disant est-ce qu'on va découvrir quelque chose qui va nous faire penser à. On est vraiment assez c'est vraiment ça. Il y a des petits des collectables à avoir, des petits objets à aller chercher. Et le but de l'histoire, en fait, c'est du coup d'aller chercher, en fait, de plonger en fait dans les souvenirs pour essayer de redécouvrir un peu ce qui s'est passé avant qu'on atterrisse sur l'île. C'est ça. Ok, trop bien. Et c'est riche en surprises. Ouais. Ça va dans surprise en surprise, et franchement, vous m'avez hypé là. Voilà. Mais vraiment, plus vous en parlez, plus ça me rappelle Journée, vraiment. Ouais. Parce que Journée, il y a aussi ce côté où on découvre des ruines. Et en plus, chacun a un peu son interprétation du truc, c'est-à-dire que des fois, quand on découvre des espèces de fresques, tu vois, il y a des phases où ça s'anime en doré, là, c'est magnifique. J'en ai pensé, je cite juste un jeu, pareil, qui me fait beaucoup penser à ça, c'est Gris. Ah oui. Qui m'en a parlé tout à l'heure c'est toi? Non, on en parlait tout à l'heure avec Damien et... Ah oui. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, Journée, c'est un petit jeu qui se fait en 1h30, 2 heures. Qui est sorti à l'époque de la PS3 et qui a eu un impact qui a influencé d'autres jeux, et d'autres jeux très bons. Gris est un excellent jeu aussi. Oui, c'est pas... Bref, non, j'allais dire, c'est pas comme certains jeux qui ont de l'impact et au bout d'un moment, on n'en peut plus, on fait une overdose parce que tout le monde reprend les codes. Oui. Là, c'est vrai qu'on va dire les enfants de Journée, c'est tous des très bons jeux, quoi. Ouais. Bon, après, il y en a peut-être certains qui se sont inspirés et on est passé à côté et qui sont mauvais, mais connus. C'est pour ça qu'on est passé à côté. Du coup, ton petit dernier jeu, Fabien? Alors mon petit dernier, alors j'en ai plein et j'essaie d'être assez différent de mes autres choix. Ouais. Je vais aller sur un survival horror. Ok. Ouh. Alors attends, je réfléchis. Vas-y, continue. Alors, il y en a pas mal qui sont assez nichés. Parce que jusque là, à chaque fois, je devinais de quoi t'allais parler. C'est un genre niché de toute façon, le survival horror. C'est un genre niché, mais bon, tout le monde parle Resident Evil, etc., qui est très, très connu. Moi, je suis plus Silent Hill, mais je vais pas parler de Silent Hill non plus. Ok. Alors je suis sur PS2. J'ai 2 épisodes. Sur PS2. Et un épisode PS3 qui est plus ou moins remaster. Dark. Plus ou moins. En plus, je suis sûr que je les ai. Sûrement. C'est japonais, forcément. Mais en fait, là, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai que un mot qui me vient en tête, mais c'est pas celui-là. Je pense à Ju-On. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Ju-On. Non, c'est pas ça. Mais la jaquette, c'est un peu dans le même style, celui dont tu vas parler. Oui. On joue Monsieur, Madame, tout le monde. Et ça change. Mais non, ça me vient pas, mais je sais exactement de quoi tu parles. Voilà, donc ce jeu s'appelle Forbidden Siren. Ah bah non, je pensais pas à ça. Je pensais pas à ça. Dommage. Donc, voilà, c'est une essayé. Et ben du coup, tu vas me faire découvrir quelque chose puisque je n'y ai pas joué.
Alors Forbidden Siren, j'en parle parce que c'est un plutôt bon survival horror, quoique vraiment chaud, vraiment dur, assez long, avec une bonne suite. Et un bon remaster sur PS3 que j'ai bien aimé aussi. Donc c'est un jeu à découvrir pour les amateurs du genre, vraiment pour changer du Resident Evil, même si on est plus sur du Silent Hill, c'est vraiment plutôt la peur psychologique. On évite au maximum l'affrontement, parce que de toute façon, dans ce jeu-là, on joue Monsieur, Madame, tout le monde. Alors ça se passe au Japon. Et donc il y a une invasion entre guillemets de zombies. Hein. C'est le classique du survival souvent. Et donc on va jouer... je crois que je sais plus, peut-être 8-9 personnages différents qui ont chacun leur scénario, donc ils vont essayer de s'échapper, de fuir les zombies, parce que ça peut être une petite fille, ça peut être une mère de famille ou un mec qui a pas d'armes, ou je crois même qu'à un moment donné on joue un flic qui a juste un flingue avec 3-4 balles, il n'y a pas de recharge nulle part en fait. Ouais. Donc en fait le principe va reprendre un petit peu un autre survival sur PS2 qui s'appelle Hunting Ground, où en fait on fuit beaucoup, j'aurais pu parler dessus aussi. On fuit en fait ses ennemis, on passe son temps à fuir et on a ce stress de se dire on est en pleine nature par exemple, parce que c'est des environnements, même s'ils sont fermés, sont quand même assez grands et souvent et tout le temps de nuit, donc forcément on voit que dalle, on a rarement une lampe torche et on a en fait un pouvoir particulier qui est assez terrorisant pour certains joueurs, c'est qu'on peut voir à travers les yeux des ennemis. Donc admettons, on appuie sur une touche, on est dans un univers, on est dans la nature, admettons, dans la nature. On entend des râles au loin. Et puis on a une touche pour aller voir. J'ai trop envie d'y jouer là. Et là, t'entends, tu te mets à la place t'es donc dans la tête du zombie. Et tu vois ce qu'il t'entends. voit. Et là, tu te dis, le mec, s'il me bouffe, je suis mal barré. Ouais. Et là, t'es une petite fille de 10 ans, 11 ans, et tu dis, comment je vais faire ? Ouais. Il faut que je passe ce passage. Je sais pas où est le mec, mais je vois la place du mec. Ouais. Flippant. Ouais. Du coup, t'avances, mais en plus, comme t'es une fillette, tu ne cours pas très vite. T'avances, tu cours, tu marches vite. Et tu aussi bien, le zombie peut te voir. Et là, il te chope, il court très vite. Ouais. Il peut courir très vite. Donc l'idée, c'est que tu vas utiliser aussi ton environnement pour te cacher. Les classiques, dans la penderie, sous le lit. Alors des fois, il te chope, hein, ça, c'est sûr. Et parfois, même souvent, il y a plusieurs zombies un peu partout. Et tu peux te dire, bah tiens, celui-là, je l'évite, c'est bon. Mais en fait, il y en a un autre après, quoi. Et là, il te chope, il te touche, il te meurt. Enfin, il te tue direct, quoi. Ok. Et c'est hyper flippant parce que Ça a l'air. voilà, les armes sont très rares, il faut arriver d'un point A à un point B. Et ce qui est intéressant, c'est que donc tu vas jouer différents personnages qui vont avoir leur cheminement. Et entre chaque séquence, quand tu vas changer de personnage, eh bien, tu vas voir les embranchements qui vont se faire selon les choix que tu vas réaliser. C'est plutôt dans le 2. Dans le 2, tu as plus d'embranchements scénaristiques par rapport aux choix, aux issues de secours, ce que tu vas prendre, etc. Et tu vas avoir un peu un cheminement un petit peu différent. Ok. Mais en gros, tu n'as pas vraiment d'inventaire, enfin, tu en as un petit. Mais comme c'est lié à un personnage que tu vas jouer 2 fois dans le jeu, par exemple, tu peux pas trop t'attacher à un personnage ou à un inventaire ou à des objets. Parce que tu vas être frustré en te disant « Ah ouais, c'est bon, j'avais un flic avec 4 balles. » Et après, tu joues une mamie qui boite. Tu te dis « Bon, bah ça va être un peu la merde. » C'est vrai que maintenant que j'y pense, à part Resident Evil et Silent Hill, en fait, tous les jeux d'horreur, c'est des jeux méconnus, quoi. Oui. C'est pour ça Parce que là, j'ai ouais. plein de titres en tête et... le genre est niché. C'est... Le genre est niché, ouais. Ouais. Ok, bah tu nous régales, là. Bah, j'espère. Alors moi, depuis tout à l'heure, je vous ai présenté que des jeux avec des univers plutôt attrayants, quand même. Bah, Catherine, pas vraiment. Ah Alors, ouais, ça peut être attrayant, pas l'adultère, non ? Ouais. Non mais en Ça fait je dépend. pensais à Zelda, Journey, j'ai parlé de quoi d'autre Secret of Mana. Secret of Mana, on est plutôt dans des univers colorés, etc. Et là je me suis dit, j'ai 2 propositions à vous faire et je vous présente un des 2 et l'autre, bah, les auditeurs iront se renseigner de leur côté. J'ai d'un côté Vanquish et de l'autre côté Mad World. De quel... Mad World. Mad Ok, World. eh bien on va partir là-dessus et du coup on est totalement à l'opposé de ce que j'ai pu présenter tout à C'est l'heure. le même studio qui a fait les 2 jeux. Vanquish et Mad World, effectivement. Effectivement. Eh bah du coup ça tombe bien. Du coup, allez vous renseigner sur Vanquish. Tout ce que je vous dirai sur ce jeu, c'est que selon moi, c'est un des meilleurs jeux de scoring de ces dernières années. C'est exceptionnel. Ouais. Et dynamique, un jeu Et pourtant, très à la dynamique. base, le jeu de tir, c'est pas forcément ce que je préfère, mais là, c'est exceptionnel. Du coup, Mad World, c'est une des pépites méconnues de la Wii.
Quand on dit Wii, tout le monde pense au Mario, à Wii Smash Sport, Bros, à Wii Sport, aux jeux de danse, etc. Et ensuite à tous les jeux pas ouf adaptés d'émissions de télé, de films pas ouf, de séries télé pas incroyables. Et mon Dieu qu'il y en a plein. Les bacs à ça étaient pleins de ça. C'est ça. Et alors que cette console compte quand même un jeu, une quantité de pépites assez astronomique, je trouve, et Mad World en fait partie et se trouve complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer trouver sur Wii. C'est-à-dire que la Wii, ça a été marketé comme une console familiale, fun, grand public, et là Mad World, c'est l'inverse. Jeu en noir et blanc. Et rouge. Et rouge, effectivement. On incarne une espèce de brute avec une arme à mi-chemin entre la tronçonneuse et je sais pas quoi. Et en gros, on va dézinguer des personnes. L'ambiance est très comique, ça me fait un peu penser à Sin City, tu vois. C'est Sin City à 200%. Ouais, un peu, ouais. Et du coup, la seule haute couleur qui apparaît à l'écran, bah, c'est quand on déboîte des adversaires, bah, c'est le rouge sang, quoi. Mais quel jeu charmant, Alexis. Donc franchement, si vous avez envie un peu de vous lâcher, de tester un jeu assez étonnant, je trouve que le gameplay en plus avec la Wiimote et tout est très très efficace. Il y a certains jeux comme ça qui ont vraiment réussi à utiliser intelligemment, je trouve. Ils sont assez rares. Ouais, ils sont rares, mais il y en a des bons. Je pense notamment à la trilogie Metroid Prime qui a été portée sur Wii et qui marche très très bien en fait avec la Wiimote et le Nunchuk. Donc voilà, Mad World, je recommande à 200%. Bon bah c'était. D'ailleurs pour la petite histoire, ouais. donc c'est Platinum Games, le studio qui a fait ce jeu-là. Exactement. Et il y a des jeux récents qui sont sortis de chez eux. Ouais, Je pas mal. pense à Astral Chain, Tout sur à fait. Switch, Bayonetta avant. Bayonetta, On attend toujours le Vanquish. 3. Oui. Effectivement. Il y a plusieurs plusieurs licences. On attend toujours le 3 pour plusieurs jeux. Ouais. On ne les citera pas. Ouais. Bon, c'est déjà de quoi tu parles. Ouais. Mais ouais, Astral Chain aussi méconnu. Tu penses qu'il est méconnu ce jeu? Oh oui, il a pas marché. Hein. Ouais. Bah, tu vas demander aux gens, est-ce que vous connaissez Astral Chain? Ouais. Moi, c'est ça que j'entends par méconnu. C'est-à-dire que Ok. si le grand public ne connaît pas, c'est méconnu. Donc, Journée, effectivement, il est connu chez les gamers, mais les gens qui jouent à quelques jeux dans l'année ne connaissent pas Journée. Les Zelda que j'ai cités, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai voulu à la fois, moi, présenter des jeux qui sont méconnus du grand public et d'autres qui sont aussi méconnus parmi les gamers. Parce que Mad World, je suis pas certain que parmi les gamers, tout le monde connaisse non plus. Ouais, c'est ça en fait qui est intéressant. Donc voilà, bah merci de m'avoir partagé tous vos coups de cœur. On finira par une dernière petite question et je sais que c'est impossible d'y répondre et c'est pour ça que je vous la pose. Oh non. Allez, si vous deviez me dire aujourd'hui, je sais que ça changera certainement si je vous repose la question demain, votre jeu préféré de tous les temps. C'est la question horrible. Donne-moi 10 minutes. 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ah, c'est compliqué. Hein. Dirais une interro de philo là. Bréwal, allez, Simon. Moi, je sais, c'est Dark Souls. Dark Souls, ok. Dark Souls, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, qui m'a le plus accroché, qui fait référence à tellement d'univers, Berserk, qui reprend en plus des mythes de partout dans le monde. Enfin, j'ai adoré. En fait, je déteste cette question autant que je l'adore parce que au final, ça en dit quand même beaucoup, je trouve, sur qui on est, sur notre profil de joueur, sur notre bagage culturel et tout. Donc, je trouve ça génial. Bréwal, peut-être. Je suis extrêmement partagé entre Life is Strange. Ok, je m'attendais Et, pas du tout à ce que tu me dises ça, mais Life génial. is Strange Très bon et Rim. Et Rhyme, du coup. Enfin, Rime. Ok. Extrêmement partagé. Je dois en oublier un que j'ai particulièrement aimé. Allez, on dit que c'est aujourd'hui. Si ça se trouve, demain, tu me répondras l'autre, tu vois. Aujourd'hui, là, si tu devais en retenir qu'un, ce serait. Enfin, un autre encore, bon, c'est un peu, à traiter avec des pincettes, je ne vais pas plus en parler que ça, hein. C'est Ad Astra. Ok. Je ne vais pas plus en parler vu que c'est pas très... Du coup, on reste sur Ad Astra, du coup. Plutôt Ad Astra de mon côté. Ok. Je ne sais pas. Fabien, je sais que tu me détestes. Oui. Allez, Ah là là là. dis-toi que demain, tu pourras me répondre autre Ah chose. si, ça y est, je l'ai. Vas-y. Ah, je l'ai, mais oui. Évidemment, c'est obvious. Chrono Trigger. Chrono Trigger, effectivement. Très bon. Sorti à l'époque sur Super Nintendo, réédité sur la Nintendo DS. Oui.
On bien. espère qu'un jour qu'il puisse sortir dans sa version originale, si possible, sur Switch. Ce serait cool. Ouais, Pour carrément. qu'il soit découvert du grand public. Avec Parce que une petite compilation avec Chrono Cross. ouais, why ce not. serait cool. La Surtout suite. que ce qui est dommage avec la version DS, c'est qu'elle a été assez peu diffusée. Et du coup, très dur à trouver. Hyper cher. Alors moi, je vous donne une petite astuce si vous achetez la version britannique, canadienne. Canadienne qui est beaucoup plus facile à trouver, Oui. qui est pas très chère et du coup, Il y a le qui a le français. français. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de jouer au jeu. Excellent jeu, qui fait partie. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, on parlait du meilleur jeu de la Super Nintendo. Quand Je crois que quand je parlais de Secret of Mana, ensuite tu m'as dit, ouais, il y a une Link to the Past. Donc pour toi, c'est Chrono Trigger. Sur SNES, ouais, si j'avais un jeu à retenir, ce serait celui-ci, ouais. Et du coup, moi, je finirai avec, bien évidemment, et de toute manière, c'est indiscutable, c'est le meilleur jeu de tous les temps, The Legend of Zelda de Wind Waker. Non. Voilà. Exceptionnel. Très bon choix. Exceptionnel. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous de jeux méconnus là pendant un petit peu plus d'1 heure et demie. J'espère qu'on peut se dire à bientôt. Bien et sûr. salut à ceux qui nous écoutent. Ciao. Ciao, ciao. Salut.